Radio Resto, saison 5. Quel bonheur, chers amis, de prendre la suite de cette radio solidaire pour cette émission unique. Alors peut-être une radio éphémère, mais une émission qui marquera, j'en suis sûre, les consciences, parce qu'il est si rare de transcender ainsi les antennes. Et je suis admirative des trois compagnons, confrères que je reçois ici. Patrick Cohen, salut Patrick. Salut Wendy. Bruce Toussaint, bienvenue, bonjour Bruce. Et Alain Marchal, salut Alain. Bonjour Wendy, bonjour les copains. Ah, c'est pas mal comme ça. C'est vrai qu'on se disait hors antenne que c'est la première fois qu'on peut justement un petit peu casser les barrières, se retrouver ensemble pour parler de la bonne cause. Et ça fait du bien, Alain. On n'est plus dans la concurrence, on est dans la main tendue. En fait, on se connaît comme ça de manière radiophonique ou télévisuelle, confraternelle depuis longtemps. Et je crois que c'est la première fois qu'on arrive à se retrouver, parce qu'on a tous bossé sur des antennes différentes, mais se retrouver tous les quatre comme ça, autour d'un seul et même micro, pour la bonne cause. Avec Bruce, on s'est côtoyés à BFM TV, et puis vous deux, je vous ai écouté, on s'est écouté mutuellement, mais sans jamais travailler les uns avec les autres. On a travaillé ensemble avec Wendy. C'est un grand bonheur, le 18-20 ensemble. Et voilà. Mais effectivement, non, c'est chouette de mélanger les talents et les antennes. Notre point commun, Bruce Toussaint, c'est qu'on a toujours tous parlé des Restos du Cœur et de Coluche. Ah oui. Et puis moi je me souviens aussi du passage que j'ai fait dans mon parcours à Europe 1, voilà. Et là-bas c'est quand même très présent. C'est marqué, c'est l'ADN de la maison. Le studio Coluche. Oui. Et puis l'idée, moi j'ai rencontré des gens qui ont connu Coluche, et même si Maryse Gildas n'était plus à Europe 1 lorsque j'y étais, j'ai eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises avec elle. Donc tout ça, oui, ça a toujours été moi dans mon univers. Et puis je me souviens très bien, même si j'étais ado, de la naissance des restos. C'était un truc qui nous avait tous profondément marqués. On est tous des enfants de cet appel-là. Patrick Cohen, toi tu as travaillé à Europe, et c'est vrai que le fantôme si positif de Coluche flotte vraiment. Et j'ai eu la chance de le croiser, de l'interviewer jeune. Non, on est très vieux. C'était en 84 à Cannes. Je sais plus si ça se mesure encore sur l'échelle radio. Qu'est-ce qu'il venait faire à Cannes? Il venait faire la vedette, Coluche, à Cannes. C'était le MIPCOM, et c'était un exercice d'école. J'étais à l'école de journalisme. On faisait un truc qui était supervisé par Michel Chevalet, le monsieur science de TF1. Et on a fait une petite interview de Coluche comme ça, avec la caméra. Et je me souviens juste d'un truc, un petit geste comme ça anodin. À la fin de l'interview, il va pour s'en aller, pour arrêter l'interview, Coluche, et puis il nous salue. Il nous serre la main, et puis il fait un truc, il dit « Attends, je vais dire au revoir au caméraman ». Et il prend la main du caméraman, et ça fait un mouvement de caméra comme ça, de bas en haut. Et voilà, et c'était la signature de Coluche. Coluche, il a fait un passage éphémère à RMC. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. C'est très mal terminé. Rappelle l'anecdote à la Marchal, parce il faisait un sketch, et à un moment, si tu veux, il a parlé de la famille Monégasque. Parce que c'était vraiment Radio Monte-Carlo à ce moment. Et surtout de la princesse Stéphanie et de la princesse Caroline, et il les a affublés d'un qualificatif que je vais pas dire en ce dimanche matin. Et donc là, si tu veux, la présence de Coluche sur RMC a duré 10 minutes. 10 minutes. Mais moi j'ai un souvenir, alors pardon, mais j'étais jeune journaliste, je commençais sur les radios associatives, j'étais puisque je suis niçois, donc j'étais sur la radio qui était la radio de la ville de Nice, et moi je suis parti quand on a annoncé sa mort. Puisqu'il s'est tué sur la route d'Opio dans les Alpes-Maritimes en 86, et on m'a dit va voir Phil, et je suis arrivé bien après l'accident tragique. Mais il y avait des témoins qui étaient là encore, et c'était le truc dont, bien sûr, la tragédie dont tout le monde parlait. Vous savez, messieurs, qu'on est le 30 septembre, le 26 septembre de l'année prochaine, 2025, on fêtera les 40 ans de cet appel. Donc, on amorce, si j'ose dire aussi, cette commémoration, cet anniversaire qui va être impressionnant et qui va encore plus, j'imagine, nous fédérer. Vous parliez d'Europe, messieurs, où moi j'ai grandi aussi pendant 15 ans, il y avait ce studio Coluche, mais j'ai toujours entendu, et c'est pour ça que c'est bon de transcender les énergies et les antennes, combien Coluche était aussi mal vu à l'époque. Il y avait vraiment la rédaction, il y avait vraiment les programmes. C'était Philippe Gildas qui faisait le pont, justement, qui avait demandé à certains journalistes, dont Laurent Cabrol, d'essayer d'arrondir les angles, parce que Coluche n'était pas qu'un saltimbanque, il était porteur de valeurs, mais ça avait du mal à infuser aussi à la rédac. Il y avait quand même ces demandes. Parce qu'il faisait une radio, une émission, parce qu'à l'origine c'est ça, on sait tous l'histoire, c'est que c'est un peu venu un peu par hasard, c'est qu'il y a eu comme ça une espèce de fulgurance un jour. Mais il faisait une émission qui cassait les codes en permanence. On m'avait raconté par exemple que quand il passait un disque,
si à la fin du disque il disait j'adore cette chanson, on la repasse, et il passait 2 fois le même disque, ça ne se fait pas normalement. Bon, ça c'est anecdotique évidemment, mais en permanence il faisait comme ça des choses qui étaient aussi border vis-à-vis de l'info, parce que il parlait de tout, il s'interdisait rien. Donc quand il avait envie de cogner, etc. Et c'est très juste, Wendy, de dire que en permanence il fallait le recadrer ou éviter les crises de nerfs avec la rédaction qui, moi je veux pas être trop corporatiste, mais à juste titre aussi, derrière devait bosser, faire des reportages, des journaux et assumer aussi ce qui était Coluche. Et on pense à Marie Gildas qui a beaucoup assumé, qui s'est beaucoup régalé évidemment. Mais l'appel à la création des restos a été une bascule. Dans une émission que je fais par ailleurs là sur LCP Rambobina, où on diffuse des grandes émissions d'archives, on a diffusé il y a quelques mois l'émission fondatrice, enfin les larges extraits de cette émission fondatrice pour le lancement des restos qui a été où il y a eu 5 heures d'antenne sur TF1 où tous les animateurs et tous les grands journalistes du PAF de l'époque étaient présents, des politiques de tous bords, c'était d'un œcuménisme absolument incroyable. Et puis Coluche avait réussi, l'émission était animée par des gens aussi différents que Guy Lux, que Michel Denisot, enfin il y avait à peu près tout le monde, et c'était et donc son image et la perception de Coluche a changé à ce moment-là avec je sais pas si à l'époque il aurait imaginé ce que ça deviendrait, parce que c'est devenu quand même une machine colossale et qui malheureusement est une espèce d'état dans l'état, quoi, les restos du cœur. On pensait que ce serait éphémère et puis c'est devenu maintenant une alternative vraiment pour pallier la misère sociale, quoi. C'est ça qui est terrible. Certains disent d'ailleurs le gouvernement s'est pas mal défaussé. Ils disent chaque année on comptait sur les restos du cœur. Ils feront le job, quoi. Et ils le font malheureusement encore. J'ai pas eu la chance moi de rencontrer Coluche, mais comme vous de rencontrer Véronique Colucci, qui nous écoute probablement, qui est une grande femme de cœur, une grande dame, et puis Romain Colucci qui est aussi un membre de la famille qui s'est totalement investi dans cette mission magnifique, au même titre d'ailleurs il le revendique que les 73 000 bénévoles des restos du cœur, et ça c'est chapeau. Je vous rappelle que nous sommes au cœur de ces radios restos et que j'ai devant moi là en direct la cagnotte de la collecte avec un premier objectif pour le remplissage de ce biberon, parce que nous parlons tous depuis vendredi soir au bénéfice de la petite enfance, de ces petits bouts de chou. Ils sont 126 000 enfants entre 0 et 3 ans à avoir besoin des restos du cœur. Il y a 398 000 euros qui ont été collectés d'ores et déjà grâce à cette solidarité. Donc on est heureux d'être là pour ça, les amis. Les restos bébés, vous savez qu'il y en a 70 aujourd'hui, Brust-au-Sein. Donc ces petits bouts de chou, c'est l'aide alimentaire, c'est la collecte de produits d'hygiène. Ce sont ces enfants qu'on met à l'honneur particulièrement aujourd'hui. Oui, et je trouve ça admirable de parler de ça, parce que quand on reparle du début des restos, pour simplifier un peu, même caricaturer un peu, ça a été vu d'abord comme quelque chose pour ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les SDF. C'était ça en fait l'idée du départ, pour les sans-abri, les gens qui avaient rien, les gens qui vivaient dans la rue. Mais aujourd'hui la situation n'a plus aucun rapport avec ça. On a des gens qui travaillent, évidemment, qui ont besoin de l'aide des restos. Des gens 25% d'étudiants. Voilà, qui ont des ressources, qui sont malheureusement, qui n'arrivent pas à suivre. Et les mères seules. Des mères seules, évidemment, et les enfants se retrouvent en première ligne dans cette situation de pauvreté et de misère sociale. Donc c'est essentiel de leur venir en aide. Mais ma femme a été bénévole pendant 2-3 ans au Resto du Cœur, et c'est ce qui l'a marqué le plus, si tu veux, c'est que le soir elle rentrait à la maison. Elle faisait la distribution ? Oui, elle faisait la distribution, et puis elle était aussi dans le 92, pas très loin d'Asnières, là où il y a un entrepôt, si tu veux, où il y a surtout les familles qui venaient. Et c'est ce qui l'a marqué, parce que quand elle avait fini sa journée, elle rentrait à la maison, et puis elle retrouvait son mari et ses enfants au chaud, tranquille. Elle me dit, mais voilà, c'est ce qui l'affectait le plus, c'est de voir arriver des femmes avec des enfants en bas âge, 1, 2, 3 parfois, en disant que si elle n'avait pas les restos du cœur, de toute façon, elle serait à la rue et elle crèverait de faim, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que quand Laurent Petit-Guillaume nous appelle, messieurs, je pense que le réflexe a été extrêmement rapide pour nous proposer de participer à cette émission. On peut donner de notre temps, oui. On peut donner de notre temps. 2, on n'a pas besoin de demander, parce que c'est toujours un peu pénible, l'autorisation à nos radios respectives ou nos maisons ou nos télévisions respectives de participer, parce qu'il y a quand même cette concurrence qui nous tient ferme. Là, pour le coup,
c'est une opération qui transcende, Patrick Cohen. Vous n'avez pas demandé l'autorisation ni à France Inter ni à France 5. Non, elle transcende, évidemment. Non, et je rappelle que moi, Radio Resto, c'est relayé sur le site d'RMC, d'ailleurs. Bravo. Il y a l'onglet sur l'appli RMC. Bravo. Et il y a un petit relais de Radio Resto. Donc, France Bleu joue le jeu de la même manière. Et puis vous allez sur le site radio.restoducoeur.org. Cette émission nous permet aussi à tous ceux qui nous suivent de mieux vous connaître. Et puis l'idée que nous a donnée Laurent Petit-Guillaume, c'est de parler de notre métier. Alors, on va le faire de manière très très humble, mais comment on informe ? On a tous des manières d'informer différentes, on a tous des supports différents. Puis après, on reviendra aux choses qui intéressent bien les gens. Mais je pense quand même que ça intéresse. Peut-être comment est née la vocation. Est-ce que chez toi, Alain, c'est oh là, moi, c'est venu tout jeune. Tu sais, ça ramène toujours à l'enfance. Et moi, je me souviens que à la maison, mon père, le matin, en se rasant avant d'aller travailler, il y avait ce qu'on appelait un transistor. Si tu dis à un jeune aujourd'hui, tu sais ce que c'est qu'un transistor. C'est pas si tu lui dis, est-ce que c'est un poste de radio, là, il y avait toujours un poste de radio et le matin, il écoutait les informations. Oui. Et quand t'es petit, tu sais que tu vois ton père se raser le matin, et toi, t'es à côté, tu sais, avant d'aller à l'école, et que t'entends ces voix un peu nasillardes. D'écouter quoi ? Il écoutait France Inter, mon père, le matin. Et je me souviens même de Mourouzi à une époque qui faisait le 13h. Il faisait le 13h. Et donc, tu as ces voix qui racontent le sport ou qui racontent l'étranger, ici à Washington. Parce que c'était vraiment des petits postes, les voix étaient nasillardes. Je me dis quand même, ces voix, c'est génial, quoi. Tu vois, dans ton imaginaire d'enfant, qui raconte le monde, qui raconte le cinéma, qui raconte le sport. Et ton père qui écoute ça, tu sais, de manière attentive. Je dis, peut-être que moi, un jour, je serai une voix qui écoutera papa. Parce que toi, t'es tout petit, tu dis, papa, il me voit pas, mais il écoute les voix. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était de raconter le monde. Moi, c'était ça. Il y a un vieux journaliste un jour qui m'a dit, n'oublie pas, tu es un conteur d'histoire. L'histoire reste, le conteur passe. Et moi, ce que je trouve génial dans ce métier que je fais depuis 40 ans, que j'essaie de faire correctement, c'est juste de raconter des histoires, de raconter le monde. J'espère l'avoir bien fait, parce que j'en ai plus derrière que devant maintenant professionnellement. Et le jour où je m'arrêterai de me dire, ça c'est bien fait. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu en moi depuis 12 ans, quoi, depuis que j'avais 12 ans. Ah, c'est magnifique. Et tous ceux qui sont à l'écoute ont entendu ce récit, Alain Marchal, et ont mis au pot 2 000 €. Ça veut dire qu'on vient de franchir un palier. On a 400 000 €, les amis. Génial, il faut continuer. Pas beau, ça ? Et si on veut faire les dons, c'est où déjà ? Alors, c'est très simple. Sur le site radio.restoducoeur.org, sur l'appli Radio Resto et sur Radio Player. Les amis, on rappelle les dons. À quoi servent-ils très clairement, cher Patrick ? Les dons servent à 126 000 petits bébés. Est-ce que tu peux nous donner des équivalences de dons, par exemple, tu vois ? Un don de 100 €. Il est 100 pas €, c'est 20. Regarde, un don de 100 € c'est un bébé. 100 €, c'est 25 € après réduction fiscale et c'est un bébé accompagné pendant 3 mois. Un don de 250 €. 62 € après réduction fiscale, donc ça coûte seulement 62 € à celui qui fait le don, et c'est un bébé accompagné pendant 6 mois, 500 €, 125 après réduction, un bébé accompagné pendant 1 an, 50 000 €, ça fait 100 bébés accompagnés pendant 1 an. Voilà. Et ça, puis, c'est ce que va donner Bruce Toussaint, là, maintenant qu'il a rejoint le groupe TF1, 50 000 €. Forcément. Oh oui, ça fait quoi, 2-3 jours de travail. C'est ça, c'est pas colossal. Hein, bon, on rappelle le travail colossal pour le coup des Restos du Cœur qui ont distribué l'an passé 171 millions de repas. Tiens, on parlait de ta vie, Alain Marchal, de la vocation qui a grandi notamment dans la salle de bain quand tu voyais ton papa se raser et écouter ces grandes voix de France Inter. Est-ce que tu sais, quand tu avais 20 ans, quel était le titre qui était en numéro 1 des 1983. Non, j'ai pas ça en tête, non. Écoute ça, Michael Jackson, Beat It, ça te dit quelque chose ? Bien sûr. Alors attends, c'est moi qui te le mets ou c'est toi, Kenny ? Attention. Parce que moi, c'est Kenny. Allez. Ah ouais, pardon. 1983, c'était Beat It, c'était on découvrait tout ça, c'était le choc mondial. Et en 83, on mettait déjà des CD dans la machine comme c'est sûr en régie là. Non, en mais 83, ça prend parce du que temps. je regardais le studio qui est absolument magnifique, qui nous accueille. Parce que c'était les calages des 45 tours, surtout. Ah moi j'ai calé tu l'écoutais au Walkman, non ? Tu l'écoutais au Walkman à ce moment-là, mais il est là, Michael au Walkman. Je crois.
Le titre d'Alain avec Marchal. Surtout le solo d'Eddie Van Halen, les amis, le solo d'Eddie Van Halen, le maître de la guitare. Il y a 20 ans, tu étais journaliste quasiment. Presque. En fait, je finissais la fac. J'ai fait une année de fac en touriste. C'était pas fait pour moi. Les études supérieures n'étaient pas fait pour moi. J'étais trop dissipé et j'avais trop envie de faire ce métier-là. J'ai eu une chance, c'est que mon père est parisien, ma mère est niçoise, mon père est parisien. Et il y avait une annonce à Paris. Où c'était pendant 6 mois, si vous voulez faire des stages radio ou rencontrer des gens à la radio. C'était le début des radios libres, comme on disait, des radios FM. Vous le pouvez. Et mes grands-parents m'ont hébergé pendant 6 mois, mes grands-parents paternels. Et j'ai pu, comme ça, profiter de quelques stages. Et à l'époque, il y avait une radio sur les Champs-Élysées qui s'appelait Le Poste Parisien. Je ne sais pas si Patrick s'en souvient. Oui. Et donc, ça a été mes tout premiers reportages. Mais vraiment, je n'avais pas de formation, si tu veux. Ils m'ont pris comme ça. Et ils m'ont envoyé en me disant t'as l'air de te démerder pas trop mal, t'as la niaque, t'en veux. Et en fait, mon tout premier reportage avec un Agra, sans aucune expérience, le Poste Parisien m'a envoyé inaugurer le Zénith de Paris. Ah ouais. Ouais. Pas mal. Et j'ai fait une interview, et j'avais aucune expérience. J'ai fait une interview de Renault. J'étais à côté de François Mitterrand. J'ai interviewé Jack Lang et puis quelques personnalités qui étaient là. Ma mémoire me fait un peu défaut, ça va revenir. C'est le grand âge. Et voilà mon premier reportage. Et je me suis senti bien. Je trouvais ça génial. Ils m'ont appris comment faire des montages avec les ciseaux, la réglette, le truc. Et puis ensuite, je suis redescendu à Nice tout de suite, où la radio de la ville de Nice venait de se créer, Radio B des Anges. Mon père connaissait quelqu'un, et puis j'ai commencé à Radio B des Anges. Et quand tu étais journaliste sur les radios libres, tu faisais tout. Tu faisais de l'antenne, tu faisais du sport, tu faisais du fait divers. Tu commençais à 8h le matin. Ouais, j'avais une émission de rock le soir pendant 2 heures qui s'appelait Les Papillons Noirs. Tu ouvrais ton micro, tu le fermais tout seul. Mais tu commençais à 8h le matin, tu terminais à 23h, tu remettais ça le lendemain et t'étais payé des figues en plus. Et tu as toujours eu la tchatch, Alain? Non, parce que ça c'est important. C'est-à-dire que ça peut conditionner aussi une manière de faire de l'info. Je l'ai toujours eu. Oui, j'ai toujours eu. Mais c'est plus que de la tchatch, c'est de l'enthousiasme. C'est ça qui nous guide. Enfin, je pense. La curiosité. 1980, c'est une date importante pour toi, Patrick Cohen. 81, j'ai 18 ans, c'est mon premier micro à Radio Paris, qui était l'une des radios. Pas Poste Parisien. Le titre le nom de la station n'était pas le truc le plus heureux trouvé, mais c'était un truc assez œcuménique, qui était rue de Provence, juste derrière les grands magasins à Paris. Et donc j'avais une tranche, c'était une radio associative, j'avais une tranche d'antenne tous les vendredis après-midi entre 14h et 16h où je calais des invités, des disques, des choses comme ça, etc. Voilà. Et comment tu es arrivé là facilement ? Je suis arrivé là par le syndicalisme étudiant, parce que j'étais à l'UNEF, j'étais passionné. Ça alors ? Ouais. Qui aurait parié sur UNEF ou UNI pour Patrick Cohen ? Je vous laisse vous démerder. À la fac ? On a dit convivialité. Moi, j'anime une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules aussi. N'oublie pas ça. Alors en fait, c'est pas du tout ça. Tout petit, j'écoutais les GG. C'est ça qui m'a donné la vocation de la radio. C'est pour ça que tu es heureux de me retrouver. Donc l'UNEF, syndicat étudiant. L'UNEF, syndicat étudiant, une tranche sur une radio associative qui s'appelait Radio Paris. Et 84, donc il y a exactement 40 ans, première matinale sur Radio Voix du Nord, RVN. J'étais encore à l'école de journalisme de Lille, mais les patrons de la radio m'avaient confié ce truc, et avant d'aller à l'école, j'allais faire la matinale tous les matins entre 6h et 9h. Alors, tu dis ça comme si c'était naturel. Une tranche à 18 ans, mais est-ce que tu sais déjà comment on fait une émission de radio ? Est-ce que ça infuse aussi ? C'est une vocation là pour le coup. C'était le fait de l'avoir écouté depuis tout petit, là, comme Alain l'a dit tout à l'heure, avec son papa dans la salle de bain ou dans la cuisine. Moi aussi, chez moi, c'était plutôt Europe. C'était très européen, mais très vite, j'ai demandé à mes parents de m'offrir des trucs, des machins, des radiocassettes où on pouvait changer facilement, on pouvait enregistrer, où on pouvait capter des voix, mettre sur cassette des émissions. Enfin, l'usage du son, l'écoute de la radio et l'outil radio me passionnait. Donc, avec les petits micros, c'est les petits cassettes comme ça. Avec ma sœur, on faisait des fausses interviews. Évidemment. Puis t'arrivais à faire des montages. Il suffit d'avoir 2 mini-cassettes, tu t'arrivais à monter un truc
avec des bouts de. C'est quoi? C'est l'univers de la radio, c'est l'univers sonore, c'est le ton qui a 18 ans déjà. Oui, mais j'ai la même fascination que celle d'Alain. La façon dont il en parlait tout à l'heure, c'est le même mystère des voix. Et puis en plus avec quelque chose qui, alors évidemment là maintenant c'est un peu raté, mais quelque chose qui m'a longtemps plu dans cet exercice-là, c'est l'anonymat. Ah oui. C'est le plaisir de pas savoir à quoi ressemble. Exactement. C'est l'imaginaire. C'est le plaisir de la voix, c'est l'imaginaire, c'est le fait de tout d'un coup découvrir. Moi j'ai écouté pendant des années des voix sans savoir à quoi elles ressemblaient. Et c'était un plaisir. Et puis sans forcément chercher à connaître le visage qu'il y avait derrière. Bon, là, maintenant, ça s'est évidemment beaucoup perdu. Oui, on a tendance beaucoup à filmer la radio. Mais bon, ça c'est un vieux débat et ça commence à remonter un petit peu. Quand tu as 18 ans sur cette tranche du vendredi, tu parles de quoi? Je reçois des jeunes artistes. On parle de... Honnêtement, je m'en souviens plus trop. Ouais, mais c'était vraiment occupé l'antenne. Mais en tout cas, de là date le plaisir de passer des disques à la radio. Ça, c'est un truc, ça m'est resté. Et dès que j'ai l'occasion et dès que je peux, je fais des chroniques ou des choses qui permettent d'écouter des chansons, de la musique. En 1982, on va passer un titre peut-être qui va t'évoquer quelques souvenirs. Écoute ça.
Music and Lights, Imagination, Patrick Cohen, c'est le numéro 1 des ventes de tes 20 ans. Tu te souviens de cette chanson? Oui, pas plus, mais ouais. pas plus. T'as emballé là-dessus. Pas plus que ça. Mais dans oui, l'R5. Non, c'était pas. non, c'était pas sur notre playlist de RVN Radio, Voix du Nord. Il y avait des boîtes dans le Nord. Il y avait des quoi? Des boîtes. Le Macumba. Il y avait des boîtes. Parce que dans le sud, nous, on avait que ça, tous les pâtés de maison, mais dans le Nord. On parle de l'imaginaire de la radio, de vos vocations, messieurs, et elle est belle. Et je passerai à Bruce Toussaint qui nous racontera aussi comment ça s'est ancré, radio, puis on peut parler de la télé aussi, mais on est sur la radio. Et la beauté de la radio, c'est qu'on peut relayer aussi ces causes magnifiques. Radio Resto, c'est cette radio éphémère, ce sont ces émissions uniques, et c'est peut-être aussi une radio qui va s'inscrire dans le paysage audiovisuel, et je le souhaite parce que c'est probablement la seule opération qui permet de recevoir des animateurs, des animatrices, des journalistes de toute chaîne pour soutenir cette cause pendant ce marathon de 48 heures. C'est notamment l'ami Laurent Petit-Guillaume qui orchestre ce week-end de solidarité qui est absolument indispensable. Preuve en est, 400 000 730 ont été collectés depuis hier soir sur un objectif affiché, là, au moment où je vous parle, de 450 000 €. Mais jusqu'à la fin de l'émission des 13h, ça va bien augmenter, évidemment. On est à 89% de remplissage de ce petit biberon. Pourquoi on affiche un biberon, notamment sur le site des Restos du Cœur? C'est parce que la cause qu'on soutient cette année, et vous pouvez faire des dons, chers amis, le plus petit soit-il est important, c'est les 126 000 bébés qui ont de 0 à 3 ans et qui sont au cœur malheureusement de cette précarité alimentaire. Ces tout petits bouts de chou dans ces 70 restos bébés en France, 50 000 € de dons, c'est 100 bébés qu'on peut accompagner pendant un an, et c'est une cause, évidemment, nous sommes tous parents ici qui nous tient particulièrement à cœur. L'année dernière, vous vous souvenez, messieurs, c'était les frigos solidaires. Cet argent servait à alimenter justement une cagnotte pour acheter ces camions frigorifiques qui permettent de faire de la distribution alimentaire. Bon, là, c'est bien, c'est une cause absolument ciblée. Patrice Doré, qui est le président des Restos, nous disait combien c'est important, parce que, Patrick, tu parlais des femmes seules, des familles monoparentales et ces petits bébés. On sait qu'il y en a 5 000 à la rue aujourd'hui, et on sait qu'il y en a 126 000 qui n'ont pas de quoi s'alimenter correctement. Les couches, ça coûte cher. Voilà, donc c'est une opération très forte, très sensible, et je suis très heureuse, chers amis, vous qui nous écoutez, que vous soyez aussi sensibilisés à cette opération. D'ailleurs, les auditeurs peuvent réagir, vous appeler. On en aura peut-être avec Shannon dans quelques instants, mais si vous avez des questions à nos amis Alain Marchal, qui est ici présent, Patrick Cohen ici présent, Bruce Toussaint aussi, c'est important parce que on parle de la vraie vie aussi, hein, on vous raconte un petit peu les coulisses de l'info, justement, et je peux te poser la question également, Bruce Toussaint, sur la manière dont toi, tu as senti cette vocation de journaliste embrassée. Moi, c'était facile, mon père était patron de RTL, donc je savais pas trop quoi faire. Il m'a dit vas-y, tiens, prends le prime time à 17 ans. Ah ouais, c'est bien, hein. Moi, je trouve que quand c'est des destins simples comme ça. T'écoutais les GG enfants? Non, alors je ne connaissais personne. Bah, c'est ça qui est bien. Parce qu'il y a des gens qui t'ont cru là. C'est trop facile, ce métier. C'est quelque chose d'important que tu dis, c'est que, enfin, je vais laisser Bruce raconter ça, mais aucun dans notre famille, personne n'avait qui que ce soit dans les médias, ni rien. Dans les médias, ni comme journaliste, rien. Aucune connaissance de ma banlieue parisienne, à 25 km de la Porte d'Orléans, pour faire pleurer dans les chaumières. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans ce qu'ont raconté Patrick et Alain. Le petit déjeuner avec mon père, quand j'étais gamin. Alors, mon père était un taiseux, quelqu'un qui était assez discret, et on écoutait religieusement la radio le matin en prenant le petit déjeuner, et RTL. C'est marrant, comme ça, à nous trois, on aura fait à peu près le tour. Et Maurice Favière, les petits matins, des grandes voix comme ça. Et ça m'a fasciné très vite. Et la deuxième chose qui m'a aidé et qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était ma passion pour le sport, pour le foot, quand j'étais gamin. Et donc, très vite, le multiplex de football à la radio, les grandes voix, Eugène Sacomano, c'était Europe, Dia, voilà. Donc, oui, mais après, dans mon apprentissage, je me suis un peu intéressé à d'autres radios, et c'était la radio. Donc moi, là aussi, je rejoins ce que racontait Patrick. J'avais dans ma chambre un double cassette
Et oui. Un micro. Quelle chance. Et à 14-15 ans, je faisais la radio tout seul chez moi. Oui. Alors, que pour moi, parce qu'il n'y avait pas de... Et j'ai des copains notamment un copain qui est resté mon meilleur copain, mon meilleur ami, et qui était en cours avec moi et qui raconte encore de temps en temps, pour se foutre un peu de moi d'ailleurs, que la crise du Golfe et la guerre du Golfe, donc 90-91, je faisais des cassettes chez moi où je racontais l'information, comme un môme de 16 ans à l'époque. Et donc c'est venu comme ça. Il y avait une volonté de faire de la radio. La radio. Il n'y avait rien d'autre pour moi qui existait. La télé, je regardais ça, mais ça me paraissait complètement inaccessible. Et puis très vite, donc, je me suis dit, il faut que je fasse de la radio. C'était devenu quelque chose de vital, en fait. C'était pas, vous savez, quand on parle de vocation, c'est d'un seul coup, c'est un truc qui vous, ça donne des tripes. Ça donne des tripes. En fait, c'était ça ou rien, quoi. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire une fac d'histoire où je suis resté 3 mois. Tant mieux, d'ailleurs, pour la faculté et pour l'histoire. et surtout, j'avais eu la chance de rentrer comme stagiaire dans une radio qui, à l'époque, s'appelait OFM. Qui ensuite est devenu Sport OFM, puis Sport FM, qui n'existe plus depuis des années, qui était la radio des Hauts-de-Seine. Alors moi, c'était pas Radio Paris, c'était Radio Pasqua. Le surnom de cette radio. Alain, c'était Radio Médecin. Oui, c'est ça. Bah oui, Radio Médecin, bien sûr. Exactement. Et donc, cette radio était quand même... parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans les Hauts-de-Seine déjà à l'époque, donc il y avait beaucoup de moyens dans cette radio. C'était une radio associative, mais avec des moyens... T'avais pas un aussi beau studio qu'ici, dans les locaux d'Igentia. Franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Et donc, je suis arrivé là-bas en stage. J'ai été pris, puisque j'étais pas majeur, j'ai été pris pour un stage de 4 jours. Parce qu'ils se demandaient qui était ce Gus là, qui les harcelait pour faire un stage. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis arrivé le lendemain de mon bac. Et j'y suis resté 3 ans. Le stage de 4 jours s'est transformé en 3 ans. Pas mal. Et voilà comment tout ça a commencé. Et c'était... je sais pas comment vous dire, c'est une espèce d'un seul coup, j'ai l'impression d'être né, en fait, à ce moment-là. Voilà, il y a même si j'étais très heureux mais t'es passé dans mon par une enfance école de journalisme ou pas? Non plus. Non, parce que j'ai fait cette fac et je me suis rendu compte au bout de 3 mois que ça n'avait aucun sens pour moi. J'avais 17 et à 17 ans, j'ai eu la chance de faire de la radio, le Nagra, le micro, tout ça. Mais et tu t'es formé sur le terrain, un peu à l'ancienne, comme toi, Alain. Toi, tu as fait une école quand même, Patrick. Le ESJ. Lille, qui fête son centenaire dans quelques semaines. Ouais. C'est important les écoles pour ceux qui ont peut-être parents, grands-parents, des enfants qui aimeraient embrasser la profession. Ça donne des codes un peu. Quand même aujourd'hui, c'est un peu. Ça donne des codes, ça donne aussi quand même des contacts. Ouais. On parlait tout à l'heure de gens qui étaient très éloignés, qui sont très éloignés familialement de ce milieu parisien, journalistique, médiatique, etc. Évidemment, c'est des stages, c'est la possibilité d'accéder à des stages. Alors c'est de plus en plus difficile parce que les écoles se sont multipliées, il y a beaucoup de demandes et peu d'élus et peu de place dans les rédactions pour des stages. Donc il faut se battre, il faut en vouloir beaucoup plus que quand on a démarré, sans doute. C'est plus difficile, Alain, non, quand même aujourd'hui. Oui, parce que nous, c'est vrai qu'on avait les radios libres. Moi, je me souviens au bout d'un moment, quand tu venais d'une radio libre, ce qu'on appelait les radios de la bande FM, et que tu voulais passer sur un gros média, c'était super compliqué. Parce que la filière des écoles de journalisme prenait le pas et te faisait une espèce de barrage. Parce que tu avais beau dire, écoutez, moi j'ai fait des radios libres, le micro, je sais le manier. On dit, vous avez un diplôme? Ah non, j'ai pas de diplôme, j'ai le diplôme du terrain, moi, c'est tout. Ah oui, mais désolé, si vous ne sortez pas d'une école, tu te retrouvais squeezé. Oui, mais on avait un marché en expansion. Et des chaînes qui se sont créées, qui se sont multipliées, en radio, en télé, évidemment. C'était le moment d'une explosion. On parlait de l'explosion du PAF. Et donc, ça a créé quand même beaucoup de postes, de micros. Après, aujourd'hui, il y a les médias qui sont... Disons, le multimédia s'est multiplié. C'est-à-dire tu peux faire journaliste sur des chaînes YouTube, sur le web, sur des radios sur Internet. Mais c'est difficile d'arriver sans formation, t'es d'accord, Alain? C'est un peu le conseil, malheureusement, qu'on est obligé de se donner. À l'époque, c'était plus... il y avait toute une époque dans les années 60, 70 où c'était normal. On misait sur la personnalité. On disait, voilà. Aujourd'hui, ça devient quand même quasiment impossible. Enfin, dire le taux de réussite sans école, il doit quand même être de 0,1%. Une chose, c'est on a tous, enfin je sais pas, mais tous bénéficié à un moment ou à un autre d'un rédacteur en chef ou d'un type qui avait du pif. Tu vois, qui se disait, lui, peut-être pas mal, ou elle, il est bon, il faut le prendre, le façonner un peu, tu sais. Et c'est ce qui fait la différence. C'est le pif du rédacteur en chef ou du secrétaire de rédaction qui dit, lui, il est un peu plus démerdard, il a une bonne voix, il sait faire. Et il faut compter sur ce feeling de personnalité, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais c'est comme ça que c'est. Et le coup de bol. Évidemment. Alors, et notre fierté ensuite, c'est d'avoir nous-mêmes donné des coups de pouce ensuite à des gens qu'on c'est important ce que tu dis. Parce que là, on parle de coup de bol et il y a une phrase qu'on entend souvent
souvent dans notre métier, c'est la chance fait partie du talent. Quand on est là au bon endroit, parce que la radio, moi ce qui me plaît dans la radio, c'est que c'est l'instant, c'est la communion de l'instant et le direct. On a vécu des heures très douloureuses tous autant que nous sommes, et moi je me souviens d'avoir vécu les attentats à Europe en direct, la tuerie de Charlie Hebdo, de revivre le Bataclan, et là on était dans une communion. Je croise encore des gens, je vous jure, des auditeurs qui me disent avoir vécu dans leur voiture, dans leur maison en même temps cette tragédie, et ils se souviennent de mes mots, de nos émotions, de la manière dont on traitait la situation, et ça c'est bouleversant parce bien raconter l'histoire. Oui, et à ce moment-là on est ensemble, voilà, dans cette communauté, voilà. Et donc la chance fait partie du talent, être au bon je peux te raconter un coup de bol au bon endroit. Un coup de bol. Vas-y Alain Marchal. Quand j'ai été viré une première fois d'RMC parce qu'il y a eu un plan social, donc c'était en 92. Il y a eu un plan social, ils ont fermé les antennes FM, je travaillais sur l'antenne FM. Je me suis dit, 92, qu'est-ce que je fais Nice Matin ou FR3, Nice Côte d'Azur, on disait FR3. Je me suis dit, quand même, j'ai jamais tenté Paris, je me suis dit, il faut que je tente Paris. Et donc, ils nous ont virés, j'étais en contrat monégasque. Ah, t'étais à Monaco, ouais. Ouais, j'étais en contrat monégasque, c'est des contrats qui étaient d'1 mois, donc ils étaient lourdés hyper rapidement. Ouais. Et donc je dis, allez, je remonte à Paris, je retente ma chance, j'appelle mes grands-parents en disant je vais tenter ma chance, je me donne 1 an. Et si au bout d'1 an, j'avais 30 ans, 29 ans, si au bout d'1 an j'y arrive pas, j'arrête ce métier. 29-30 ans, tu vois, c'est une espèce de truc charnière. Donc j'arrive à Paris 92, et là, envoie des CV, essaie de rencontrer. Et c'est là où, quand t'as pas les connexions, je les avais pas, moi, j'étais vraiment Radio B des Anges à Nice et RMC Côte d'Azur, quoi. Tu vois, j'avais pas les connexions à Paris. De temps en temps, t'avais un gars, tu dis, ah oui, je l'ai croisé un jour sur un reportage. Walou, hein, tu peux appeler, minga, il y a personne qui te donne la main, etc. Un jour, la seule radio que je n'avais pas démarché, RFI, Radio France Internationale. La seule, je me dis, putain, les mecs, ils racontent le monde entier. Moi, je sais, il y a des pays, je savais même pas qu'ils existaient. Et j'arrive à RFI. Dans le bureau d'Hélène Dacosta, qui était la secrétaire de rédaction. Tu l'as connue ? Bien sûr, j'étais... J'arrive, elle me dit oui, je lui dis madame, je lui dis c'est moi que vous avez... Il n'y avait pas les portables, 92-93. Hein. J'ai été en juin 93, donc ça faisait quasiment 1 an que j'étais à Paris. Je lui dis bon, ce métier est fini pour moi, je vais arrêter, je vais passer à autre chose. J'arrive dans son bureau, j'ai mon CV, j'ai quelques cassettes. Elle me dit vous voulez faire quoi ? Je lui dis je veux faire des piges. Et à ce moment-là, son téléphone sonne, téléphone fixe. Elle décroche, elle fait « Ah oui, ah mince, ah désolé, ah mince, comment je vais faire ?» D'accord. Elle raccroche et elle me dit « Vous voulez faire des piges ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit « Voilà ». Elle me dit « Demain, j'ai un trou. 2h du matin, Radio France Internationale. Elle me dit « J'ai un trou, j'ai personne. Est-ce que vous pouvez être là dès demain matin à 3h du matin ?» Elle me dit « Pour me faire une revue de presse internationale. » Je lui dis écoutez, oui, je rencontre le rédacteur en chef qui me prend un peu de haut et qui me dit vous avez jamais fait ça, peut-être que je vais aller au Caspi, Pierre Gantz. Qui est pas très aimable d'ailleurs, le bonhomme. Aujourd'hui, c'est le genre de type, il serait tout de suite à la DRH avec la SDJ sur le dos. Harcèlement moral. Et le gars me dit, avec vous, je vais au casse-pipe. Il me dit, avec vous, je vais au casse-pipe. Il me dit, vous n'avez jamais fait de revue de presse internationale. Et je lui dis, écoutez, moi, j'ai pas envie d'aller au casse-pipe parce que je suis au chômage et je veux trouver des piges. Et vous avez pas envie que l'antenne. On va s'entendre, monsieur. Voilà, on va s'entendre. Et c'est comme ça que je suis resté 7 ans à Radio France Internationale. Le coup de bol de la personne qui était malade pour le lendemain. Voilà. Et ça nous fait un point commun avec Alain, puisque le premier CDI, c'était à RFI. Alors, vous allez raconter vos coups de bol. Moi, je vais en glisser un coup de bol. Je suis toute jeune journaliste à Europe et on attend la sortie d'Un homme et son chien, le film de Francis Huster avec Jean-Paul Belmondo, qui ne s'est pas exprimé, qui est un film que moi je trouve magnifique. À plein d'égards, parce que c'est très émouvant, c'est pas un film réussi, mais autour de Belmondo, il est très, très bouleversant, moi je trouve. Et Belmondo n'a pas parlé depuis des années. Et alors, je sais plus où a lieu la projection, mais j'ai tous mes confrères qui sont d'un côté de la rue, et puis moi j'attends de l'autre côté du bâtiment, en me disant de toute façon j'ai plus de place, avec mon petit bras, avec mon micro Europe 1, c'est mort, je pourrais pas, même s'il sort de ce côté-là, je pourrais pas. J'attends de l'autre côté. Et Belmondo sort de l'autre côté. Et on est deux, avec un copain d'RTL qui arrive, qui voit Belmondo sortir. Et je lui tends le micro, et il prononce difficilement, le pauvre, mais les premiers mots qu'il n'avait pas dit depuis des années. Et je reviens à la rédaction toute guillerette parce que j'avais eu Belmondo, parce que j'étais du bon côté, si j'ose dire, au bon endroit.
Et ça, c'était incroyable. Moi, j'avais 26 ans et j'ai pu parler à Belmondo. Tu vois, le coup de bol. Bah voilà. Bruce Toussaint, on a eu des milliers des coups de bol. Moi, j'ai eu des coups de bol qui sont complètement involontaires. Enfin, comment dire, pas involontaires, mais qui sont indépendants de forcément de moi. Toi, ce que tu racontes, t'es là au bon endroit. Moi, je me souviens, j'ai eu dans ma carrière des hauts, des bas. Bon, voilà. En 2004, je suis à iTélé. À l'époque, ça s'appelle iTélé. Et je suis pas dans les petits papiers. Donc, c'était pas un bon moment. Et j'apprends à ce moment-là que il y a une nouvelle direction qui arrive à Canal+. Rodolphe Belmer, notamment, Bertrand Méheux, ils vont relancer la chaîne. Et ils vont créer le Grand Journal à 19h avec Michel Denisot. Le midi, une toute nouvelle émission avec Maïté Lapierrabin. Et pour la toute première fois depuis 1984, une matinale à 7h du matin jusqu'à 9h pour la rentrée 2004. Casting. Je dis, laissez-moi faire le casting. On m'interdit de faire le casting. On dit non, lui, de toute façon, c'est une tanche. T'étais tricard, je suis même pas dans les petits papiers, comme tu admis au casting. C'est quand même, c'est un peu rude quand même, tu vois. Il y avait 15 personnes qui avaient passé le casting, des gens très bien d'ailleurs. Et c'est Thierry Gilardi qui est retenu pour animer cette matinale avec Stéphanie Renouvin, début septembre 2004. Pendant l'été, la directrice des programmes m'appelle et me dit, Bruce, est-ce que tu voudrais être le joker de Thierry Gilardi parce qu'il va continuer à faire le foot, la Ligue des Champions? Je lui dis, vous êtes quand même gonflé. Vous m'empêchez de faire le casting, de montrer si je peux même pas. Et là, maintenant, vous me demandez d'être doublure lumière de Thierry Gilardi. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Je l'envoie chier parce que je suis vraiment pas content. Et puis, comme de toute façon j'étais à la rue, je la rappelle et je lui dis oui, ok, je vais le faire. L'émission commence le 1er septembre 2004. Et effectivement, il y a de la Ligue des Champions et Gilardi s'absente 2-3 fois. Je remplace Thierry Gilardi. Le 1er octobre, TF1 appelle Thierry Gilardi et lui demande de devenir la nouvelle voix du foot à la place de Thierry Roland. C'est un énorme transfert à l'époque, c'est une déflagration. Il dit oui. Il n'y a plus personne pour animer la matinale. Le mec qui était tricard, dont personne ne voulait, qui est joker, mais vraiment parce devient que le sauveur. Non, mais attends, il cherche dans tout Paris. Mais comme on est en octobre, personne ne veut y aller. Ouais, tout le monde est déjà pris. Rodolphe Belmer, que je n'avais jamais vu de ma vie, me reçoit et il me dit par défaut. Je te jure, c'est vrai. Il me dit, on va essayer avec vous. J'ai fait 4 ans. Et ça a été, pour moi, je pense, le début de tu signifies que très beau parcours, et notamment d'une histoire avec les matinales. C'est ça, oui. C'est vrai, bonjour. Mais faut jamais désespérer. Preuve que ce ne sont pas des métiers au long fleuve tranquille. Mais tu sais, c'est marrant parce que je racontais RFI, mais pour être complet sur l'histoire. Le moment donc où le type téléphone et dit je peux pas vous prendre, elle me dit ok, on vous prend. Mais 24 heures avant, j'avais passé un casting pour une chaîne qui se lançait, qui s'appelait LCI, parce qu'il y a un copain qui était technicien et qui m'appelle. Mais juste pour te raconter, je passe le casting, c'est Jérôme Bellet qui était le patron de LCI. Il me reçoit en me disant il me dit votre essai est pas mal, il me dit vous ressemblez à un mannequin de la Redoute. Il me dit mais ça, il me dit peut-être qu'on pourrait vous garder. Non mais et tu sais, je te jure, il fallait être blindé à notre époque pour encaisser ce qu'on a encaissé de la part de certains journalistes, certains rédacteurs. Moi je trouvais que c'était formateur. Et le gars te prend, il avait les pieds sur le bureau. Jérôme Bellet, toi tu l'as le truc le plus délicat, le type, c'est lui qui m'a embauché à France Info. C'est pas le type le plus délicat. Il avait les pieds sur le bureau, il avait son cigare, il me dit j'ai vu votre essai, il me dit vous ressemblez à un mannequin de la Redoute, il me dit peut-être que ça pourra le faire, etc. Je sors, je dis c'est baisé. Et c'est là où RFI me rappelle en me disant on vous confirme bien que vous venez la nuit prochaine, etc. Et donc ça a été l'histoire avec Radio France pendant 7 ans. Voilà, coup de chance professionnelle, coup de chance en interview, en bon moment, tu étais là où il fallait. Patrick, est-ce que tu as quand même une évocation comme ça? Oui, c'est arrivé. Moi, ma chance, j'ai fait 13 ans à RTL. Et avec une direction, ça a été Philippe Labro, Olivier Mazerolle, qui m'a fait confiance à chaque fois pour faire des choses différentes. Et donc j'ai fait pendant 13 ans tous les métiers à RTL. J'y suis rentré comme reporter, présentateur. Donc j'ai fait 3-4 ans de reportage et de la présentation le week-end de journaux. Et puis j'ai évolué ensuite vers le service politique, puis la présentation du grand jury. Et à chaque fois, on m'a fait confiance. Avec une parenthèse amusante, c'est que au bout d'un an ou 2 ans de reportage, je me souviens plus, c'était en 95. La
Labro me demande de faire le remplacement des auditeurs ont la parole. Et je fais pendant une saison les auditeurs ont la parole et ça marche vachement bien. J'invente ce que tu connais par cœur, Alain, le dialogue avec les auditeurs. T'avais jamais fait ça? J'avais jamais fait ça. Ouais, c'est quelque chose, les répondeurs, on met en place un répondeur aussi, ça n'existait pas. Voilà, bon, et puis c'était voilà. Donc il y avait Bourdin faisait le journal de 13h à 13h30 et moi je prenais la suite 13h30 14h. Et puis ça marchait bien, et puis je me souviens très bien qu'en fin de saison, j'ai dit à la direction d'RTL, j'ai dit écoutez, quand j'aurai 50 ans, peut-être que ça m'intéressera, mais là j'en ai 30 et j'ai envie franchement de faire autre chose, d'aller sur le terrain et de pas rester enfermé dans un studio comme ça. J'ai lâché le truc et c'est Jean-Jacques Bourdin qui a repris toute avec le succès qu'on connaît. Avec le succès qu'on connaît et évidemment et la marque de fabrique que ça lui a donné. Mais en tout cas, voilà, la chance là, c'est d'avoir une direction qui vous enferme pas dans des cases et qui vous laisse la chance et la possibilité de faire tous les types d'exercices. J'ai fait à peu près tous les métiers. Il y a tant de métiers à la radio, c'est ça qui est magique, c'est dans le journalisme. C'était surtout très compartimentalisé, c'est-à-dire que le journaliste devait être journaliste. Si tu disais animateur journaliste, oh là 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 là, tu ne pouvais pas être animateur journaliste ou devenir animateur. Enfin, moi je sais que c'était des trucs qui étaient vraiment canalisés. C'est très dommage parce que les métiers se nourrissent, s'entre-nourrissent les uns les autres. Oui, il faut être animateur pour être encoreman de matinale, par exemple. Évidemment, il faut avoir des qualités d'animateur. Animateur, ça met de la rondeur dans la présentation de l'info. Moi, j'ai eu la chance de passer 17 ans à Canal+, dans le groupe Canal et à Canal+. Et c'est vrai que là-bas, c'était institué. Philippe Gildas faisait Nulle part ailleurs, était profondément journaliste, l'un des meilleurs d'entre nous. Et en même temps, il était au milieu d'humoristes, de fantaisistes, etc. Donc, moi, j'ai été formé à ça. Donc, moi, j'ai toujours revendiqué cette double appartenance. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vous qui avez cassé les codes. C'est vous qui avez cassé les codes à Canal, franchement. Qui avez donné envie de changer ce métier et d'aller vers ce côté animation et journaliste. Combien de fois, moi, à Europe, on m'a demandé de choisir, je faisais les infos. Toi, de la rue, et même ceux qui présentaient les infos de manière assez courte dans les émissions de force, il y a quand même une autre manière de faire de l'info. Absolument. C'était une vocation de se différencier parce que Canal, c'était ça. C'était quand même montrer une autre télévision et donc c'était un des moyens de se différencier. Ici, quelles que soient les chaînes et aujourd'hui, quels que soient les supports, on est tous partenaires de cette magnifique opération au cœur de cette radio, Resto, cette radio éphémère pour collecter le maximum de dons pour la petite enfance et ça monte les amis. Merci beaucoup. 403 130 € collectés. Ce biberon qui se remplit doucement depuis hier soir. On est à 90% de cette nouvelle échéance de dons sur l'objectif de 450 000. On essaie d'y arriver. Bon, ça sera peut-être un peu difficile d'ici 13h, mais ça va bien grimper dans l'après-midi. Est-ce que vous avez eu la chance, messieurs, d'assister à un concert des Enfoirés en live ? Non, il y a longtemps, oui. Oui, il y a longtemps, et c'était extraordinaire. C'était dans les, je ne voudrais pas vous dire quelle année c'était. C'était avant le putsch. Avec les grandes voix. Avant Jésus-Christ. Mais oui, il y avait. Je me souviens d'un duo entre Patrick Bruel et Charles Aznavour, qui était hallucinant. Il chantait hier encore. C'était des grands concerts. Mais c'était avant les années 2000. Donc c'était moins le grand Barnum que c'est devenu avec les 40 stars qui viennent pour donner de leur temps, de leur talent. C'était autre chose. Mais moi, je suis un grand fan de ce concert. Ce show qui est enregistré, ensuite qui sort en DVD, qui permet aussi d'alimenter largement la grande cagnotte pour les Restos du Cœur, qui, je le rappelle, ont distribué 171 000 millions de repas. Et aujourd'hui, vos dons sont ciblés en particulier sur la petite enfance, les enfants de 0 à 3 ans, auxquels on distribue l'aide alimentaire de rigueur, mais aussi les produits hygiéniques, notamment dans les 70 restos bébés de France. On vous rappelle qu'un don de 100 €, c'est un bébé que vous pouvez accompagner pendant 3 mois. Et le don, le plus petit soit-il, est essentiel aujourd'hui. On parle des Enfoirés et puis on parle d'une grande dame qu'on admirait, qu'on respectait beaucoup, une magnifique artiste, Françoise Hardy, dont l'amitié est reprise justement par les Enfoirés.
Radio Resto, saison 5. Radio Resto, saison 5, oui, déjà. Merci à Laurent Petit-Guillaume de nous avoir associés à cette magnifique opération de solidarité. Depuis vendredi soir, c'est 48 heures, ce marathon radio en faveur des plus petits, des démunis en France. Malheureusement, ils sont 126 000 bébés de 0 à 3 ans. C'est une précarité qu'on se doit de combattre parce qu'elle est terriblement injuste, et y participer à ce soutien, c'est faire un don très simplement sur le site radio.restoducoeur.org. Vous pouvez aussi appeler le standard 01 850 90 600, faire un don pour ces restos bébés, notamment avec, au moment où on vous parle les amis, midi et 4 minutes exactement, 404 000 €, 845 € donc collectés en présence d'Alain Marchal qui vous éclaire tous les jours sur RMC, BFM, avec l'ami Patrick Cohen, France Inter notamment, et Rambobina, magnifique émission sur LCP, avec Bruce Toussaint qui vous réveille le matin sur TF1. Bonjour. Vous êtes avec nous tous les trois pour nous raconter aussi un petit peu les ficelles du métier. Vous avez commencé à le faire avec pas mal d'anecdotes à la clé. Ça intéresse nos auditeurs qui ont aussi des questions à vous poser. Et nous sommes avec vous, cher Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Wendy, bonjour messieurs. Déjà, bonjour. Merci déjà infiniment. Vous l'écoutez comment, Radio Resto? Alors, YouTube parce qu'il y a l'image, oui. Et sinon j'écoute beaucoup Radio Player parce qu'en fait Radio Player il y a toutes les radios, mais alors c'est vrai. Super appli. Ouais. Et donc là vous nous voyez en vidéo là. Et j'ai connu Radio Player, alors non pas en ce moment puisque je vous ai à l'oreille, oui, mais comment dire, non, Radio Player, j'ai connu Radio Player grâce à Radio Resto. Voilà. Ah bah bravo, super. Donc c'est une édition que vous connaissez, vous l'avez suivie les années passées, c'est la 5e saison, vous le rappelle? Oui, depuis la première année en 2020. Voilà. Bah, bravo à vous Fabrice. Est-ce que vous avez donné un petit peu cette année? Oui, j'ai donné hier. Voilà. Eh ben bravo. On vous rappelle. Bravo à vous, surtout bravo à Laurent Petit-Guillaume, bravo à tous aux employés du Studec, enfin aux employés. Ils sont tous là, ouais, ces jeunes. Ouais. Et nous avons notamment aujourd'hui pour nous entourer Shannon et Kenny. Ils sont étudiants. On les a accueillis dans ces magnifiques. Non, il n'est plus étudiant, Kenny. Il est professionnel. Pardon. Non, mais tu as fait tes preuves ici? Ou pas du tout? Oui, au Studec. Au Studec, voilà. Studec, c'est les Gencia. On est à Paris dans le 17e arrondissement, mais on est Eric dans la France entière. Et Fabrice, merci déjà de prendre un tout petit peu de temps pour nous appeler. Merci aussi d'écouter cette radio et de diffuser le fait qu'il faut écouter. Vous avez une question pour nos amis ici présents? Alors oui, je voulais savoir, alors pour vous qui travaillez sur de grosses radios, dont Europe 1, RTL et RMC, quel regard vous portez sur les médias alternatifs, notamment qu'on voit beaucoup sur YouTube, les chaînes d'infos politiques, globalement, quel regard vous portez en fait? Voilà, moi, si vous voulez, nous on est des enfants du pluralisme, hein, donc moi je suis tout à fait pro autres médias qui peut donner la parole. Après, la seule chose qui me dérange, c'est quand le média alternatif se présente comme la vérité alternative. Ouais. C'est là où moi j'ai du mal. Si vous donnez d'autres opinions, si vous êtes là à inventer, à innover, super, allons-y. Et nous, dans les grandes gueules, je me souviens qu'on avait l'un de nos chroniqueurs qui s'appelle Valéran Moulet-Berthaud, qui est le créateur du média Le Crayon sur YouTube. Je pense que vous connaissez, Fabrice. Oui. Le Crayon. Le Crayon, c'est une autre manière de présenter l'info, d'accueillir les invités politiques. Avec ça, j'ai aucun problème. Après, où je suis un peu plus embêté avec ce qu'on peut lire sur YouTube ou parfois sur Twitter ou autre, c'est quand on vous dit nous sommes un média alternatif et heureusement que nous sommes là parce que ce que disent les autres, ils vous mentent et c'est nous qui avons la vérité. Ouais. Et très là, juste. Moi, ça me pose problème, Fabrice. Je peux vous demander, Fabrice, avant de donner la parole à Patrick et à Bruce, quels médias alternatifs vous plaisent et lesquels suivez-vous? Alors particulièrement, j'adore Pure Politique de Serge Faubert. Voilà. Ah oui. Pure Politique, tu connais ça? Non, je connais pas Pure Politique, mais je connais bien Serge Faubert, avec qui j'ai travaillé notamment comme reporter politique, et Serge Faubert qui est passé par le média aussi. Okay. Ça ressemble à quoi? Parce que je connais pas. Pure Politique, Fabrice, ça ressemble à quoi? Alors ça part du Bourbon de Serge en fait. C'est qui donne des infos sur surtout la politique dans l'Hexagone. En fait, d'accord. Ça parle. Mais je pense il parle que très rarement de politique internationale en fait. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est surtout le lundi, le jeudi, voilà. C'est des rendez-vous, ce sont des rendez-vous. Ce sont des rendez-vous, le soir, donc voilà. Donc ça complète un petit peu,
c'est plutôt bon pour moi qui suis plutôt je vous le cache pas, hein, je suis plutôt d'une certaine tendance politique. Oui. Je vous cache pas que c'est plutôt ma tendance politique. Après Ça veut dire quoi, Fabrice? Ça veut dire que vous ne vous y retrouvez pas dans les médias traditionnels, si j'ose dire, à la fois à la télévision, à la radio. Vous avez besoin d'autre chose? Je l'écoute beaucoup à la radio. J'écoute souvent. Alors moi personnellement, j'écoute souvent France Bleu. Le local. Super. Oui. Et donc voilà. Après, je peux écouter sans forcément porter plus de jugement que ça. Voilà, je suis pas non plus. Mais sinon, moi j'admire ce que vous faites globalement. Voilà, quel que soit le journaliste. Le média qu'on représente, ça nous touche déjà. Voilà. Et écoutez, sur la question que vous posez sur les fameux médias alternatifs, Patrick Cohen, vous voulez commencer? Oui, entièrement d'accord avec Alain. J'aurais pu employer les mêmes phrases et les mêmes mots exactement. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il faut entendre les opinions qui peuvent venir de partout. Après, ce qui est important de rappeler et de faire comprendre aux auditeurs qui ont la gentillesse de nous écouter ce matin, c'est que l'information, ça coûte cher. Ça demande des moyens. L'information, le reportage, la vérification des faits, des sources, tout ce qu'on peut développer pour nourrir des bulletins, des journaux, ce sont des moyens. Et donc, par définition, les médias alternatifs ont moins de moyens, ont peu de moyens. Ils peuvent faire entendre des opinions différentes, des alertes. Ça, c'est très important, évidemment, d'avoir des témoignages et de lancer des alertes sur des sujets en particulier. Mais ça ne peut pas remplacer. En tout cas, évidemment, parfois, ça m'inquiète un peu quand je croise des gens qui n'écoutent qui ne jurent que par ça, des radios ou des chaînes YouTube ou autres d'opinion, sans se rapporter d'abord aux faits, aux déclarations véritables telles qu'on peut les rapporter et au travail journalistique qu'on peut réaliser sur nos antennes respectives. Au prétexte que la vérité n'existerait pas ailleurs. Ça, il faut faire attention. Bruce Toussaint. D'abord, en préambule, effectivement, ce que dit Alain est très juste. Moi, je supporte pas le procès permanent fait aux médias traditionnels. C'est normal, puisque j'en suis un des visages. Moi, je trouve qu'il y a un mot important dans notre métier, pour bien comprendre notre métier, c'est généraliste. Voilà. Donc, nous, notre métier, c'est généraliste. On parle à tout le monde. On parle aux jeunes, on parle aux vieux, on parle aux trentenaires, aux quarantenaires, on parle aux gens de droite, aux gens de gauche, aux gens d'extrême droite, aux gens d'extrême gauche, aux extrêmes centristes. On parle à tout le monde. Après, moi, ce qui m'intéresse dans les médias alternatifs, c'est les formats et l'hyper-spécialisation. Ce que nous, on ne peut pas faire. Je donne 2 exemples très concrets. Moi, il y a 2 choses qui m'intéressent dans la vie. Ça va vous faire rire. C'est le PSG et la bouffe. Voilà. Voilà. Il avait dit oui. Alors, je vais vous dire, c'est simple. Aujourd'hui, il n'y a pas de média traditionnel qui peut vous offrir 24 heures d'antenne sur le PSG. France Bleu Paris, Bruno Salomon. Pas 24 heures. 24 heures, bien sûr. Donc, il y a des médias sur la bouffe qui sont particulièrement ciblés et qui vous proposent des formats. La bouffe. Je vais vous citer un truc. Moi, par exemple, je passe trop de temps d'ailleurs sur D'ailleurs, sur vous avez faim parce qu'il est 12h11. François Simon, je sais pas si vous voyez qui c'est, critique gastronomique. J'adore. La tribune dimanche aujourd'hui. Dimanche, etc. Tous les jours, il fait une vidéo sur Instagram. Retournerai-je. Qui dure 40 secondes. Qui ne peut être que sur Instagram. Il n'y a pas d'autre endroit où ça peut exister, parce que ça dure 40 secondes, parce que c'est pas fait pour être une émission de télé, YouTube, etc. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça doit servir à ça. C'est que tout ce que nous, on peut pas faire ou on sait pas faire, doit être. Donc François Simon, en gros, il va dans un restaurant, il se filme en caméra subjective en train de manger, il dit voilà, les plats sont bons, sont dégueulasses, etc. Et on ne le voit jamais. Et est-ce que je vais y retourner? Oui, non. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi simple que ça. Pour moi, ça doit servir à ça. Sinon, et puis les dernières sont des médias à la carte. C'est alternatif, c'est pas très subversif là en l'occurrence. Non. Alors il y a des choses plus subversives. Je donne un exemple très concret. Guillaume Play, vous voyez qui c'est ce garçon? Il y a un truc qui s'appelle les gens de médias. Donc c'est des interviews au long cours qui durent 2 heures. Voilà, très bien. Il a fait cet été, tout le monde en a parlé, une interview d'un platiste. C'est un mec qui vient vous expliquer très sérieusement, et pendant 2 heures, que la Terre est plate. Ce mec-là n'a pas sa place dans C'est à vous, dans la matinale de TF1 ou dans les grandes gueules, évidemment. Parce qu'on nous prendrait, on serait accusé
d'être des cerveaux malades, c'est faut-il lui laisser la parole pendant 2 heures célèbre de Patrick. Eh bien, pourquoi pas? Si ça peut avoir sa place dans ce format, et moi je dis pourquoi pas. J'en ai regardé quelques extraits, ça m'a fait marrer, etc. Et je me dis, au moins ça existe. Donc pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, oui c'est bien, non c'est pas bien. C'est juste qu'il faut faire le tri. Oui, voilà. Vous parliez de platistes, il y a aussi tous ces médias complotistes. Il faut faire le tri aussi. Oui, mais parce que les médias alternatifs, c'est puni par la loi. Là, on est dans autre chose. Le platisme fait partie du complotisme. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Bon. Mais enfin, posez-vous la question. Je rigole. Oh. En tout cas, la table du bureau, elle est plate. Il y a eu un sondage il y a l'an dernier. C'est pas rassurant. Il y a quelque chose comme 5 ou 6% de la population qui pense que l'intérêt est quelques Français. Bon, et que le PSG peut gagner la Ligue des Champions aussi. Je ne sais pas qui sont les plus dingues. Ils sont platistes d'ailleurs. Est-ce que, cher Fabrice, on revient à Fabrice qui a la gentillesse de nous appeler. Est-ce que, cher Fabrice, vous avez des réponses intéressantes à votre questionnement, à votre manière, vous, de consommer l'information, telle qu'elle a été apportée par Bruce Toussaint, par Patrick Cohen, par Alain Marchal? Tout à fait, j'ai bien aimé, merci beaucoup. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous écouterez là, une fois que vous avez fini Radio Resto? Après Radio Resto, vous voulez dire? Ouais, vous avez des petites marottes comme ça le dimanche. Enfin, vous nous citiez déjà quelques médias que vous retrouvez les lundis, le jeudi. Il y a des petites. Vous êtes un petit peu concocté votre menu? En matière de radio, en matière de médias, en matière de. Ouais. Alors que ce soit musical, personnellement, moi, c'est FG que j'adore. Parce qu'il y a un bon programme musical le dimanche matin quand j'écoute pas. Ouais, super. Et puis RTL aussi souvent le week-end. C'est très alors moi c'est très musical. Info c'est rare pour l'info, donc moi c'est souvent, je vous cache pas, c'est que ce sont les médias alternatifs. Et puis télé aussi, j'aime bien par exemple une émission qui s'appelle En aparté. Ah oui, c'est une très belle émission. Avec l'amie Nathalie Lévy. Médias alternatifs, la musique, la proximité sur France Bleu. Merci de cocher toutes les cases qui nous vont bien aujourd'hui, cher Fabrice. Merci vraiment pour votre appel et puis pour votre contribution. Vous qui êtes... C'est adorable. Merci beaucoup Fabrice, un des donateurs de cette 5e saison, 405 000 euros collectés depuis vendredi soir grâce à votre générosité, grâce à cette chaîne de solidarité Radio Resto. Et puisque vous parliez de pause musicale, on vous en offre une avec Clara Luciani. Respire encore.
Et Clara Luciani respire encore pour vous accompagner, pour accompagner le trio de choc qui est à mes côtés, Alain Marchal, Patrick Cohen, Bruce Toussaint. Pendant la musique, on évoquait quand même dans la poursuite de votre anecdote sur François Simon sur Instagram, le rapport que vous aviez. Ça peut intéresser aussi nos auditeurs aux réseaux sociaux, très brièvement, mais parce qu'on est en droit de se dire, quand on est journaliste, est-ce qu'on a un compte? Qu'est-ce qu'on en fait de ce compte? Est-ce qu'on est sur Twitter, sur l'info? Est-ce qu'on est sur Instagram? Qu'est-ce qu'on poste? Qu'est-ce qu'on relaie? Vous avez quelle philosophie? Alors moi, je suis sur Twitter depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai beaucoup tweeté. C'est un compte certifié Grande Gueule. Oui, c'est un compte certifié, c'est Alain Marchal, journaliste BFM TV et RMC. Après, il y a le compte des Grandes Gueules. Olivier Truchot, mon camarade de jeu. Olivier tweet et il envoie beaucoup, ça l'éclate, il adore. Moi, au bout d'un moment, Pépito 70 ou Cacao 23 qui arrête pas d'insulter, ça me gonfle un peu. On adore l'anonymat. Donc, ce que je fais, c'est je relaye beaucoup sur Twitter ce qui est dit dans les GG, dans les Grandes Gueules, sur BFM TV. De temps en temps, je me fends d'un tweet. Et je reste là, je suis pas là à le consulter très régulièrement. En revanche, j'ai un compte Instagram que je maintiens en privé, où je connais à peu près tous ceux qui me suivent. Et là, comme je suis privé en compte fermé, je mets les voyages, la bouffe, le vin, les trucs qui me font plaisir, voilà. Et ça se limite à ça. Ouais, pas plus que ça. Et vous n'avez pas de directive de vos patrons, de votre direction sur il faut relayer ceci, il faut pas dire trop cela. Olivier Truchot n'aura jamais rappelé à l'ordre. Non. Il y a à la fois une liberté dans les deux sens. Oui, complètement. Après, on n'est pas idiot. Faut pas déraper sur Twitter parce que d'abord, on est employé, on engage une marque, on engage notre nom. Bien sûr, mais ça va vite, parce qu'on peut se prendre faire en jeu. attention. Bon, je connais votre position très bien, Alain Marchal. J'ai regardé vite fait votre compte Instagram, Bruce Toussaint, 18 000 followers, c'est pas mal, ça pourrait être bien plus, mais vous l'alimentez un peu ou pas? Compte tenu pas mal de calories sur le compte. Pas trop. Non, il n'y a pas trop de Bruce Cuisine, non? Non, mais compte tenu quand même de ce que je représente dans la société française, je pense quand même que je pourrais avoir plus de followers. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Il faut une faire injustice. Ce qu'il faut pour ça, monsieur. De plus. Non, mais en fait, ça nous intéresse. Non, c'est très fréquent. Moi, je suis très. Alors, deux choses. Moi, j'ai un compte Twitter depuis 2011. C'est quand je suis rentré à Europe 1 à l'époque. Donc, j'ai énormément d'abonnés sur Twitter. Bon, c'est un cauchemar parce que Twitter est devenu malheureusement ce qui était pour moi pendant très longtemps à la fois un fil d'infos, d'opinions, mais aussi enfin bon, je sais pas, une espèce de petit village, quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ouais, c'est intéressant, ouais. Est devenu complètement autre chose. C'est un lieu de révolte, de débat complètement incontrôlable et c'est devenu c'est entre le piquet de grève et la manif, quoi. Et ça s'est pas arrangé depuis la transformation de Twitter en X. Donc bon, moi il y a pas de problème. Donc moi en gros j'y vais de moins en moins. J'ai ce compte qui est là, qui est très très quasiment dormant. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a deux choses par rapport à ce qu'on peut vivre et subir, pardon de le dire. Et c'est pas pour me plaindre parce que ça serait un peu ridicule quand on parle ce week-end dans cette opération des gens qui sont vraiment dans le besoin, des familles, etc. Mais bon, disons les choses. Il y a un premier problème, c'est les gens qui sans aucune conscience de ce que ça peut représenter, vous engueulent et vous insultent sur les réseaux sociaux. On peut se dire, après tout, ça fait partie du job. Bon, je suis pas sûr. Moi, j'engueule pas mon boucher, j'engueule pas mon pressing. Puis si vous le faites, il sait qu'il a devant lui. Voilà. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les raids numériques. Et ça, c'est une autre histoire. Et ça existe. Il faut pas raconter, il faut pas nous prendre pour des idiots non plus. Donc les raids numériques, c'est quoi? C'est par exemple une interview qui se passe pas très bien, avec un invité, en général d'extrême gauche ou d'extrême droite. On va quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et après, vous avez attention. Un déferlement. C'est pas des petites choses. C'est des centaines, des milliers de messages d'insultes et de menaces. Louis Alliot récemment. Alors Louis Alliot. Ça a été, c'est surtout du côté Éric Zemmour que j'ai eu des gros soucis, et puis côté insoumis éventuellement, mais plus rarement. On est dans une forme, de harcèlement numérique. Alors là, en fait, il faut dire les choses. C'est comme ça. Et alors, ce qui est encore plus frappant, c'est que sur X, les comptes sont anonymes. La plupart, 99% des comptes sont anonymes dans les gens qui vous insultent. Bon, sur Instagram, c'est pas la même histoire. Sur Instagram, vous avez les gens qui sont en photo avec leurs femmes et leurs gosses en vacances, Laurent du 83, et qui vous envoie « Je vais te crever, espèce de salope ». Mais je vous pardon de dire ça comme ça, mais bien sûr, mais des dizaines de fois. Au grand jour.
Mais de façon complètement décomplexée. Parce que en fait, je pense qu'il y a un truc, c'est que ces gens considèrent que, après tout, ça fait partie du job de se prendre ça. Mais enfin, c'est grave. Il y a eu de très très nombreux. Alors, j'ai fait beaucoup de signalements, etc. Mais il y a une inconscience de ce que ça peut représenter. Au fond, il y a plus comme si au fond on était une espèce de ouais. statut, j'en sais rien, je sais pas, je ne me l'explique pas en fait. Et c'est un vrai sujet. Donc je vous avoue que alors j'ai longtemps fermé mes messages sur Instagram, voilà, pour pas être emmerdé. C'est dommage parce qu'il y a une irrationalité numérique. C'est tellement important, par exemple, de relayer une opération comme nous faisons aujourd'hui. Et les réseaux sociaux nourrissent, évidemment, cultivent ces dons. Et puis, il y a de l'autre côté le revers terrible de ce jeu-là, auquel vous n'avez pas envie de souscrire. Patrick, vous tenez assez éloigné des réseaux sociaux. Hein. Très éloigné. J'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte TikTok. Et j'ai un compte Twitter qui me sert simplement à scroller, à regarder. Donc, je me sers de Twitter pour comme fil d'infos parce que il y a beaucoup de journalistes, de responsables politiques, de leaders d'opinion, etc. Donc ça, c'est utile de regarder, mais je me limite à ça pour un gain de temps aussi, parce que c'est terriblement chronophage. Absolument. Donc tout le temps que vous passez sur les réseaux, vous ne les passez pas à lire la presse, le travail journalistique de vos confrères, des livres, enfin toutes les choses qui peuvent vous nourrir d'une autre façon. Et puis une règle aussi que je me suis fixée, c'est de ne jamais taper mon nom sur l'un de ces réseaux pour voir ce qui sort. Ouais. Je ne le fais pas. Quand ça arrive de temps en temps, quand mon nom apparaît en TT... c'est en général quand tes revues de presse ou tes éditos sont très très vues. Twitter, oui, voilà. Donc ça, c'est plutôt favorable. Je regarde, je clique dessus pour voir ce qui sort et quelle est la tendance, mais vraiment, c'est une façon de se protéger aussi. Voilà. Oui, on en a, pas forcément. Enfin, on en a besoin professionnellement. C'est toujours ce juste milieu qu'il nous faut trouver. Mais si, chers amis qui nous écoutez, ou vous nous envoyez des petits messages en privé, ou vous nous relayez, etc., et qu'on vous répond pas forcément, c'est pas de l'impolitesse nécessairement. C'est le fait qu'on a pas mal de comptes dormants ou qu'on s'en sert à d'autres fins. Et voilà, n'y voyez pas ici d'inconvenance, mais on fait un petit peu comme on peut avec ces outils numériques. On est ensemble jusqu'à 13h. Et le temps file, les amis. Et si vous voulez bien, puisque vous parliez un petit peu de la manière, de la vocation, la manière dont vous êtes entré dans ce métier, les premières radios libres qui vous ont guidé, c'est quoi la photo que nous montre Alain Marchal qui fait un beau barbecue au moment où on c'est parle. Mon cousin à Nice, à midi 27, avec qui on partage la même passion du barbecue et qui m'envoie une photo, Franck, que j'embrasse, mon cousin, c'est mon voisin à Nice, et il m'envoie une photo d'une bavette, à mon avis qui doit faire 1,2 kg, parce qu'on va chez le même boucher. Et en fait, alors, je t'explique, Bruce. J'arrive. Dis-leur que j'arrive. On prend une bavette qui fait 1,2 kg, 1,3 kg, tu la prends la veille, si tu veux, et tu commandes ça sur des sites internet, des épices américains, etc. On la barbouille, tu vois, d'épices américains avec un peu d'huile, on la laisse reposer 24-36 heures, et puis après tu la mets sur le barbecue, mais braise basse. C'est-à-dire quand tu allumes, je dis ça à Patrick Cohen, tu comprends rien, charbon bois. Oui, mais t'es fou ou quoi? Mais non, mais pas plancha ni rien. Donc quand tu allumes un barbecue, tu allumes ton charbon avec un petit peu de bois ou des sarments, donc tout de suite ça devient incandescent. Donc la braise monte, elle monte, elle fait un pic, et puis ensuite au moment où elle redescend un peu en température, c'est là que tu mets ta viande et t'attends 2-3 minutes de chaque côté. Et puis après tu la slices. Un très bon couteau. Achète un très bon couteau, Patrick. C'est très important. Je ferai tout. Charbon ou galet. Alors les pelets. Les pelets ou le charbon? Allons au bout de la conversation. Le charbon basique. Parce qu'on a j'ai fait s'abonner Bruce sur Instagram des comptes de barbecue. Steak Chanel. Ah bah là je peux vous dire. Et alors attendez, ils ont une. Mais comment on en est arrivé là? Attends, c'est le bon Dieu en culotte de velours. Ils ont une matinale sur Steak Chanel. Ah d'accord. Attends, Steak Chanel, c'est qu'il y a une chaîne dédiée au barbecue. Oui, Steak Chanel. T'en as des milliers. Toute la journée. Toute la journée, t'as des gars qui cuisinent des morceaux de barbac et qui le postent sur Instagram. Je vois que le véganisme n'a pas gagné ce milieu. Non, on n'y est pas là. Oui, quand même. Je te jure. Steak Chanel. Donc ça, c'est une chaîne payante. Non, c'est sur Insta. C'est sur Insta. C'est sur Insta, d'accord. Ok, il y a Hervé Cuisine qui est très bien. Chaque année, il y a le salon du barbecue à Paris. Je vous conseille d'aller, qui est vachement sympa. Tu rencontres
Mais c'est vrai, c'est génial. Appelez le barbecue, il faut nous sortir de l'antenne. Est-ce qu'il y a des plans de chat au salon du barbecue? Mais bien sûr, sûrement barbecue. Bien sûr, t'es plutôt plan de chat qui cuisine bien. Les deux. Ah ouais. T'es plutôt les deux. Les deux. Il y a des usages différents. Absolument. Tu vois, pour les particules fines. Tu peux pas faire sur barbecue. Voilà. Bien sûr, les légumes, voilà. Si tu peux, tu mets une plaque sur le barbecue. Tu peux mettre une plaque, ou alors au moment où c'est assez bas, peu en chaleur, tac, tu coupes ton poivron en deux, tu le mets. Attends, Kenny, vas-y. Qui nous poursuit? Qui Brasero, c'est la prend le tendance relais à Brasero. 13h? Philippe Liadio avec la cuisine. Donc, la cuisine, magnifique. Tu vois, tu as amorcé le truc, c'est parfait, Alain Marchal. Parce que nous, je rappelle qu'on doit un petit peu expliquer les coulisses de l'info. Donc l'information culinaire, elle est parfaitement établie et gérée ici. Je vois, on a deux experts. Les cuisines de l'actu. Les cuisines de l'actu. Non, est-ce que vous pouvez nous raconter, je saute du coq à l'âne, mais la rencontre avec une personnalité, une star, qui vous a marqué à vie? Parce que quand on entre dans ce métier, on est souvent, confronté à des rencontres, parfois décevantes, mais parfois on a des grâles. On entre dans ce métier pour interviewer un tel, et puis on a des envies, on a des succès, on a parfois des déboires. Alain Marchal, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué, qui t'a ému et qui t'a pas déçu? Alors attends, celles comme ça qui me viennent spontanément. Jeune journaliste, j'ai eu la chance de faire une interview à la volée au Festival du film italien à Nice de Sergio Leone. Magnifique. J'avais 22 ans, on m'envoie à l'aéroport de Nice en disant ils sont en train d'arriver, vois un peu qui tu peux attraper. Et je vois un petit bonhomme un peu rondouillard comme ça qui arrive au tapis. À l'époque, tu pouvais rentrer comme ça dans les aéroports, tu n'avais pas tous les contrôles qu'il y a aujourd'hui. Et je vois un petit bonhomme qui arrive et qui va chercher sa valise et qui attend au tapis roulant de sa valise. Je dis mince, c'est Sergio Leone. Il n'y a pas de garde du corps, personne. Il avait juste sa secrétaire, il n'y avait pas de téléphone portable. Sera là à partir et de donc, si tu veux, j'arrive près de lui, je lui dis maestro, prego. Puis il me dit non, mais je parle français, il n'y a pas de problème. Oui, et donc j'ai fait une interview comme ça de 3-4 minutes de Sergio Leone. Autre rencontre qui m'a marqué, alors ça c'est le fan de rock que je suis, c'est de quelques interviews, notamment de Tony Joe White, interview de Steve Batters, ça c'était un chanteur punk qui était le leader des Dead Boys, ensuite des Lords of the New Church, et puis Guillaume Depardieu, peu de temps après son amputation, qui était venu dans les GG, c'est quelque chose d'assez prenant avec Olivier. On avait été face à quelqu'un, on sentait de très 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 fragile. Et puis il y a une interview assez marrante de Renaud aussi, qui venait d'avoir... C'était pas le jour de l'inauguration du Zénith, c'est ça? Non, de Renaud. Ouais. Je me souviens, il venait d'avoir l'échographie c'était il y a une dizaine d'années. Malone. Ouais, c'est ça. Et il y avait l'échographie du futur bébé de sa femme, donc il était là, il était très très ému. Et puis, parmi les personnalités politiques, alors là, il n'y en a aucune qui marquait, sauf un, c'est Pierre Jox. Un jour, une interview de Pierre Jox en studio, qui avait été le ministre de l'Intérieur emblématique de François Mitterrand. Et j'ai rarement vu, comme ça, chez des gens, l'incarnation de l'État. Voilà, les interviews qui m'ont, comme ça, à la volée, c'est un beau florilège. Je te pose la même question, Patrick Cohen. Il y en a eu des personnalités, mais il y en a forcément qui nous attachent le plus. Politique, il m'est arrivé de suivre Mitterrand, là aussi, je suis assez vieux pour l'avoir fait dans des déplacements. Politique, Shimon Peres m'a marqué quelques années avant sa mort, un grand entretien quand il était venu... tu l'as fait à Paris? Oui, à Paris. Et puis beaucoup de personnalités culturelles évidemment m'ont marqué. Je pense évidemment d'abord aux disparus, c'est à cela qu'on pense, et des grands disparus qu'on avait pris le temps de faire à France Inter quand j'y étais. J'ai un souvenir très vif de Trintignant que j'ai interviewé deux ou trois fois. C'est marrant, il avait un rapport à son métier, une humilité qui était fascinante. Il tournait énormément dans les années 70. Il faisait 4, 5, 6 films par an. C'était énorme. Et des films dont je lui parlais et il me disait « C'est bien ça ?» Oui, je vous assure, c'est bien. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai jamais vu. Il n'avait pas vu tous les films qu'il avait tournés. Et c'était un type. Et puis à la radio, la voix de Trintignant, c'est quand même quelque chose de fascinant. Et puis grand souvenir avec Godard, avec Jean-Luc Godard, qu'on était allé voir chez lui en Suisse, près de Lausanne.
Et pour un grand entretien qui était prolongé pendant 2 heures, on avait eu beaucoup de mal à le couper ensuite, à le monter pour le diffuser dans la matinale de France Inter. Et puis à la fin, comme il nous avait posé un lapin une semaine plus tôt, on devait aller le voir, il avait retardé la date, etc. Il prend son portefeuille et il il dit voilà, bon, je sais que je vous ai, on était venu en avion exprès par Genève, etc. Il sort un gros billet de 1000 francs suisses, c'est énorme, 1000 francs suisses. Mais non, on se récrit, enfin c'est le service public, on est, non, prenez ça. Évidemment, j'ai jamais, vous boirez des coups à ma santé. Évidemment, j'ai gardé le billet. C'est beau, ça. sans jamais Patrick, le comment convertir. On prépare une interview de Jean-Luc Godard? Celle de l'abbé Pierre dans un sex shop, tu l'avais fait comment cette interview? Mais ça, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. En 1965. Mais il est insortable. À Radio Il est insortable. Mais qui l'a invité? À Radio Poste Parisien. T'as pas fait l'abbé Pierre à l'époque. Comment on prépare? Tu l'as fait? Qui a interviewé l'abbé Pierre ici? Non. Non, pas fait. Non. Comment on prépare l'interview de Godard? On sait que c'est du freestyle et qu'on doit, on est sujet à toutes les digressions possibles, mais bon, voilà, on se nourrit, on relit de précédentes interviews, on regarde le truc, etc. Mais c'est amusant parce qu'il avait des centres de curiosité qui étaient très inattendus. Tu parlais de Jean-Louis Trintignant, acteur admirable. Est-ce que tu t'es retrouvé devant un acteur ou une actrice, une personnalité où là tu te sens petit garçon et où le journaliste disparaît un peu derrière le fan, où tu as toujours réussi à garder? Oui, ça m'est arrivé une fois à Cannes, interviewant Brad Pitt, qui avec lui arrivant d'une façon très simple et après l'interview ne disparaissant pas comme les stars, etc., mais m'invitant à aller fumer une clope sur le balcon du palace où on faisait l'interview. Donc ça fait partie. Tu dis on profite de ce moment. Ça fait partie des bons souvenirs. Ça c'est beau, ça. C'est sympa. Bruce Toussaint. C'est bien, j'ai eu le temps de rassembler mes souvenirs, voilà. Mais du coup j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si Patrick était pas dans les parages, parce que j'ai le souvenir d'une interview de Steven Spielberg à Cannes. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je l'ai fait plusieurs fois, mais à Paris, pas à Cannes. Alors moi je l'ai fait à Cannes et c'était très impressionnant. Il était président du jury et on avait un rendez-vous. Il donnait très très peu d'interviews. On avait un rendez-vous au Carlton et on arrive évidemment quelques minutes avant le rendez-vous et on nous dit vous inquiétez pas, il va arriver. Puis on attend un quart d'heure, une demi-heure, une heure et demie. Puis au bout de, je sais pas, je vais voir est-ce qu'il y a un problème, etc. Donc déjà le simple fait que j'ose poser une question, c'était déjà très mal vu. Et finalement il arrive au bout de 2h30. Bon, c'est un peu long quand même. Mais le mec était génial, et surtout l'après, je repense à ce que tu disais sur Brad Pitt, l'après était génial, parce que très disponible, on a fait plein de photos, il est resté, il a papoté. Moi j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens. Moi j'ai une passion pour la chanson française, etc. Donc j'ai eu Henri Salvador, qui était pourtant pas considéré comme un type très facile, très sympa, mais moi je l'ai eu 3 fois, à chaque fois ça a été génial. Il était un amour en studio. Extraordinaire. Charles Aznavour, pas facile non plus, mais j'avais une grande passion pour lui. Et j'ai eu la chance d'avoir des très bons moments avec lui. Et je voudrais juste raconter 2 petites histoires, une bonne et une moins bonne. Moi, je suis pas journaliste politique, donc je considère que je suis journaliste généraliste. Et donc, quand j'étais à Europe 1 entre 2011 et 2013, j'ai dû faire pas mal de grandes interviews, au sens du format, de la longueur, pendant la campagne présidentielle de 2012, qui était une campagne vraiment très très tendue. Et Nicolas Sarkozy était président de la République. Et un matin, on lui avait proposé de faire les 2 heures, ce qui maintenant s'est complètement démocratisé. Mais il faisait les 2 heures comme tous les candidats. Y compris avec Nicolas Canteloup. Absolument. Il commentait tout. Ouais. Il arrive à 6h30, très tôt, trop tôt d'ailleurs. Il n'y a personne pour l'accueillir. Ouais, ça commence bien. Donc, il était président de la République. Ouais. Donc, déjà, il est d'une humeur, mais massacrante. Ça, on peut le comprendre. Il rentre, on l'avait installé dans un bureau, il y a sa maquilleuse, etc. Il y avait Franck Louvrier, son DIRCOM, etc. Bon, c'est pas compliqué, il aboyait. Bon, tout ça avant l'émission. Et moi, j'arrive, j'essaye de faire ça, je le connaissais pas très bien. Et je sens que ça va être un cauchemar absolu, parce que le gars et donc il me dit alors de quoi on parle. Et moi ce jour-là on avait trouvé une station-service à Paris où le sans-plomb était à 2 €. On avait décidé d'en faire toutes nos ouvertures. Il me
hurle dessus en me disant « Ah ben voilà, c'est ça les journalistes, vous avez trouvé une station et vous allez emmerder tout le monde avec ça ». À un moment donné, je savais plus quoi faire, les chefs n'arrivaient pas, enfin bon, c'était une catastrophe. Je décide, un peu, mais comme ça, comme une tentative désespérée, de lui parler de football. Et là, d'un seul coup, il se calme, je lui parle du PSG, ce qui peut parfois sauver une vie. La preuve. Et d'un seul coup, il devient... Et on fait une émission géniale, parce que d'un seul coup, il est redescendu aussi vite qu'il était monté. Et honnêtement, c'était un grand moment, un grand souvenir, parce que 2 heures avec lui, à l'époque président de la République, il a beaucoup donné, parce qu'il est tellement parfois en contre. Il est tellement sur la défensive par rapport, parce qu'il déteste les journalistes, c'est pas un secret, que là, il avait décidé, puis à Europe 1, il se sentait bien, il faut quand même le dire aussi. Deuxième petit souvenir, rencontre complètement ratée. Il y a quelques mois, j'ai l'occasion, pour la première fois de ma vie, de rencontrer Catherine Deneuve lors d'une interview pour le film Bernadette. Je vais voir le film, que je trouve super. Je prépare hyper bien l'interview, j'étais hyper content. Donc c'est un junket, comme on dit, donc c'est 12 minutes dans un hôtel. J'arrive, elle a la gentillesse de me dire « Ah, mais je vous reconnais, je vous regarde de temps en temps. » J'étais à BFM TV à l'époque. On commence l'interview, elle ne répond à aucune question. Mais quand je dis aucune, mes amis, aucune. C'est-à-dire, elle répond à côté ou elle répond pas ? Non, ça, j'ai pas envie d'en parler. Non, ça m'intéresse pas. Non, ça, c'est machin. Donc, au lieu de faire 12 minutes, ce qui me paraissait déjà très court, j'arrive péniblement à en faire 9. D'où l'intérêt du direct. Oui. Ça n'arrive pas en direct. On se lève, elle me dit à peine au revoir, je ressors, je me dis merde. Une déception totale. C'est peut-être la seule fois de ma vie que je la rencontre. J'ai une admiration folle pour son parcours, son talent. Rencontre ratée. Donc, vous voyez, c'est souvent, ça se joue à pas grand-chose, en fait, ces rencontres-là. Et moi, j'ai commis un livre, après je te laisse la parole, Patrick, avec Liane Folly sur nos femmes de cœur, et Liane, qui est un compagnon de route aussi des enfoirés, et qui connaît tant cette famille, et donc nous évoquions nos femmes de cœur respectives. Véronique Colucci en faisait partie, et Catherine Deneuve pour ma part aussi, parce que moi, à 12 ans, je tombe sous le charme absolu du Dernier Métro. C'est un choc pour moi cinématographique, mais un choc philosophique, quoi. Je vois ces 2 monstres sacrés, Deneuve et Depardieu, et je me dis un jour, si je suis journaliste, je rencontrerai cette femme. Et ma vie de journaliste n'a été faite que de rendez-vous manqués avec Catherine Deneuve, parce que quand j'étais à Europe, tu l'as fait, ensuite Nicolas Stialiagas, ensuite Marco-Olivier Fogiel, je crois que Patrick, tu l'as fait aussi, puis Thomas Soto, et puis bon, elle allait dans d'autres formats, elle avait ses marottes avec Laurent Delahousse à un moment donné. Je me souviens à 12 ans, après ce choc du Dernier Métro, de lui faire porter au Lutetia, qui était son QG, sans mauvais jeu de mots, une lettre d'admiratrice, quoi. J'étais toute jeune, mais je trouvais cette femme éblouissante. Donc je n'ai jamais cessé d'aimer Deneuve, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Et je ne désespère pas, elle est encore là. Non, vas-y Patrick. Non, elle peut être magique aussi. Elle peut être charmante. J'ai pas de doute là-dessus. Moi, je dis juste que moi, j'ai très bons souvenirs à Europe et à France Inter de très bons moments avec Catherine Deneuve. Je crois que tu allais nous parler plutôt de Brigitte Bardot. Moi, Brigitte, oui. Brigitte Bardot, 90 ans depuis hier. Depuis hier. Et Brigitte, c'est vrai que pour moi, c'est un autre choc, Brigitte Bardot. Vous vous souvenez de cette interview ravageuse sur France 3, on ne peut pas plaire à tout le monde, elle est en 2003 je crois, c'est l'émission spéciale pour Bardot. Elle a invité à la Madrague Marc-Olivier Fogiel, Ariane Massenet, tout a été bien pensé, etc. Puis il y a 2 heures de show en direct avec Bardot, qui à la fin dégénère totalement, elle chantonne, il y a Delon, c'est magnifique, c'est très fort, c'est une émission absolument réussie. Et à un moment, vous connaissez tous Marc-Olivier Fogiel, et à un moment donné, il change de regard, Marco, parce qu'il sort un livre de Dessous la table, Un cri dans le silence, qui est le livre que Bardot publie. Quelques jours après, probablement l'éditeur a décidé d'avancer la date de publication, parce qu'il y a cette émission, il ne faut pas rater le coche. Et là, Bardot commence à changer de visage, parce qu'elle dit, mais ça, on avait dit qu'on n'en parlera pas, Marco. On va terminer cette interview correctement, c'était joli, j'ai pas envie de gâcher ça. On refera une interview, si vous voulez, sur le livre, mais voilà. Et il énumère les trucs, parce que Bardot, elle écrit, c'est sa terminaison nerveuse, l'écriture. Donc elle écrit des mots qui restent, personne ne la corrige, elle fait ce qu'elle veut. Et parfois, elle pense brutalement, très violemment, et donc elle parle des opérations transsexuelles, elle mélange un peu pédophilie, homosexualité, c'est pas très clair. Des étrangers. Des étrangers. Mais en fait, c'est pas le moment d'en parler, comme ça, à ce moment-là, bon, bref. Et donc, elle est terrorisée, elle termine en larmes, cette émission. Voilà. Et moi, je me souviens, je suis dans ma chambre de bonne, je suis en train de réviser l'ENA, je crois, et je vois son petit poste, je vois Bardot en larmes, et je me dis, c'est pas possible. Et le lendemain, j'écris une lettre à la Fondation Bardot, elle a reçu 1,5 million de courriers dès le lendemain, je crois.
Et donc on est en 2003 et elle ne veut plus parler à un journaliste. C'est mort, c'est fini. Et moi, je rentre en stage à Varmatin-Saint-Tropez. Mais j'ai 23 ans, quoi. Je me dis, moi, si je vais à Varmatin-Saint-Tropez, ma meilleure amie est à Sainte-Maxime, je veux rencontrer Bardot. Parce que, en fait, je ne veux pas que l'opprobre soit lancé sur toute la profession. C'est injuste. Et donc, je lui écris une lettre que je lui envoie par fax. Je trouve son numéro de fax dans les albums d'archives de Varmatin. Et manifestement, elle reçoit mon fax parce que le lendemain, je reçois un numéro masqué avec ce téléphone tout pourri qui est légendaire désormais. Ma petite Wendy, c'est Brigitte. Et là, je pensais à un canular, mais elle me parle et pendant une demi-heure, elle me parle. Moi, j'essaie de prendre des notes désespérément, me dire mais je peux te faire une interview. Et en fait, je lui dis mais je suis tellement touchée que vous preniez le temps de conjurer un peu ce mauvais sort et de vous dire que tout n'est pas acheté, qu'il y a des journalistes qui font bien leur travail. C'est pas que Marco l'a mal fait, mais c'était pas bien fait. Et bref, nous sommes en 2003 et le 28 septembre, moi je suis encore journaliste et elle me fait appeler le matin par son mari. Elle me dit est-ce que vous pouvez venir plage de l'Esquinade ce soir, on fait un petit truc. Et c'était l'anniversaire de Brigitte Bardot. Elle avait donc 70 ans à l'époque et on est 4. Il y a le patron du resto, l'Esquinade, Roger, son vieil ami, où elle a fait 20 anniversaires. Bernard Dormal, son mari, moi-même et puis un autre ami. Et c'est pour moi incroyable parce que je suis toute jeune et je trinque au champagne avec Bardot qui buvait encore un peu de champagne à cette époque-là et qui est comme une grand-mère, quoi, magnifique. Et en fait, le masque tombe et je me dis, il faut pas s'arrêter. Et ça m'a beaucoup appris ensuite dans ma carrière de choses sur les apparences, sur les raccourcis, sur les préjugés. Elle est beaucoup plus que ça et j'ai compris beaucoup de choses. On a beaucoup parlé. Ça fait 20 ans qu'on échange régulièrement avec Bardot. Pour ses 80 ans, tu étais là, je crois, Patrick. Ouais. Je vais à la Garrigue faire une belle interview d'elle. Elle m'ouvre ses portes. Elle n'était pas disposée cette année parce que c'est pas un anniversaire qui lui fait très plaisir, parce qu'elle est fatiguée. Mais elle m'a dit, je préfère que vous veniez quelques jours après mon anniversaire. Ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez me rendre. Donc j'irai dans quelques semaines. Mais on a un très bel échange, une très belle relation. Histoire. Très belle histoire. Oui, parce que je trouve que en fait ça. Et puis même professionnellement, de pas s'arrêter à ce qu'on dit, à ce qu'on lit d'une personne, parce que Brigitte, puisqu'on parle de dons, elle donne à l'UNICEF énormément, elle aide énormément de personnes âgées, elle aide énormément en Afrique des enfants dans le besoin. C'est pas des choses dont elle parle parce que on l'a cantonnée à son rôle de défendeuse des animaux défendresse et c'est très bien, mais elle est très généreuse et elle est dépouillée, mais ce qui lui reste, elle le donne aux autres. Voilà. Et donc elle n'en fait pas cas, la pub elle s'en fout, elle est même à contre-courant perpétuellement et moi c'est quelqu'un que j'aime profondément parce que on parle pas de politique ensemble et encore que en conscience politique elle n'en a pas vraiment ce qu'elle dit, faut voter Marine Le Pen parce qu'elle a des couilles et qu'elle protège les animaux. Il suffit que Marine Le Pen dise que les animaux ne l'intéressent plus puis elle votera pas pour Marine Le Pen. Donc quand on a dépassé ça, quand on sait qu'elle est instinctive, qu'elle agit dans le réflexe, puis vous savez, Bardot, elle reçoit toute la journée des lettres témoignant de l'indécence des hommes sur les animaux. Donc elle vit dans un truc de maltraitance, de morbidité, etc., qu'elle essaye de conjurer parce qu'elle vit, parce qu'elle est combattante, etc., mais elle voit, elle lit des choses terribles toute la journée, depuis 50 ans. Donc, je peux comprendre cette fragilité, cette faiblesse. Et merci d'avoir donné l'occasion d'en parler. Ah ben oui, quand même. Ça m'a évidemment marqué beaucoup depuis qu'on se connaît, Wendy. Ce lien avec Bardot me fascine et m'émeut en même temps parce que évidemment c'est quelque chose de précieux. Et la défense des animaux, Bardot, c'est quelque chose qui l'habite depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Et puis elle est fidèle, fidèle à ses causes et la preuve. C'est génial parce qu'en fait, le début de notre discussion, c'est les gens qu'on admire en gros et qu'on a eu la chance de rencontrer. Et ce que je trouve formidable dans notre métier, c'est que parfois, c'est rare, mais ça arrive. En fait, nous devenons, par notre métier, notre mission, nous devenons en fait des personnes très importantes pour les gens qu'on peut admirer. Parce qu'on va leur donner la parole à un moment très particulier, parce qu'on va avoir la possibilité moi j'ai des souvenirs d'interviews confessions, par exemple, c'est un peu le terme générique, de gens qui se sont retrouvés à vivre des choses et à dire des choses qui vont les marquer toute leur vie. J'ai interviewé Patrick Pelloux le lendemain de l'attentat contre Charlie. Il est arrivé sur le plateau d'ITélé, il a pleuré de la première à la dernière seconde. Ça a été sans doute la plus grande non-interview que j'ai faite de tout mon parcours, puisque j'ai quasiment pas réussi à lui poser une question, il a quasiment pas réussi à faire une réponse. Ce jour-là, mon téléphone a explosé,
Parce que vous savez, Charlie Hebdo, c'est un attentat sans image. C'est une catastrophe sans image. Et ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est en voyant Patrick Pelloux pleurer que j'ai compris l'ampleur de la catastrophe et que j'ai pris la mesure de l'horreur qui s'était produite. Donc parfois, on se retrouve à être des vecteurs en quelque sorte de moments et de donner la parole à des gens qui vont vivre le plus grand moment de leur vie ou l'un des plus grands moments de leur vie. C'est pas rien quand même de se retrouver dans cette position. Moi, je suis très humble par rapport à ça. Je me dis en fait dans ces moments-là, il faut juste accompagner les gens. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous savez, souvent on est là, on cherche pendant des heures la grande question, la meilleure question, et puis il y a des moments il faut juste être là et j'allais dire presque tenir la main de la personne qui est sur le point de vous dire quelque chose. À tel point que ça peut te métamorphoser. Moi, je sais que je ne serai pas journaliste toute ma vie parce que je laisserai place à bien d'autres talents. Parce que tu es très jeune. Si tant est que j'en ai. Mais cette rencontre avec Bardot, moi qui aime les animaux, c'est une cause qui m'est chère. Je sais que j'embrasserai cette cause et que ça sera une seconde vie et que je le ferai. Alors, et on a la chance, et je le fais pas avec prosélytisme, mais sur les différentes antennes que j'ai approchées, de pouvoir diffuser ces messages, de pouvoir relayer ces émissions et ces combats sur les animaux, de Bardot à Bougrain-Dubourg que j'aime beaucoup, que j'avais fait venir à Europe. Mais voilà, il y a des gens qui sont fondateurs aussi dans une vie, et je sais que moi, le point de bascule, c'est cette rencontre-là, et qu'un jour, ce sera ma vie, par exemple. Donc, voilà, il y a des tournants. Des rencontres qui marquent. Des rencontres qui marquent. La Madrague a trouvé son nouveau propriétaire. Voilà. Non, tu rabaisses tout. Non, pas du tout. Parce que je sais que pas loin, il y a le refuge de Bardot. Il y a son refuge dans le Var aussi. C'est là où il y a ses animaux. Donc il faudra bien qu'il y ait quelqu'un, une personnalité emblématique qui La Madrague est sa maison d'habitation, qui est en bord de mer, là où elle peut se baigner, là où il y a tous les étés des centaines de bateaux qui accostent pour essayer de voir Bardot, là où elle faisait la vaisselle dans la mer avec Gainsbourg, là où elle a reçu tous les grands, là où Alain Delon a vécu dans le garage à râteau, je sais pas quoi, de temps à autre, et dans les hauteurs de Saint-Tropez, à un quart d'heure, à la Garrigue. Là, c'est sa petite ferme. C'est bien exposé, il y a des beaux volumes. C'est par rapport parce que alors, je vais te dire, tu serais sans doute très Il y a beaucoup de rénovation à faire. Attendez, parce que d'une part, la Madrague a été léguée totalement à la Fondation Bardot. Oui, la Garrigue le sera aussi. Ça se s'arranger. Et alors, vous seriez étonné de l'authenticité, de la rusticité des lieux, parce que c'est resté dans son jus depuis 1960. On peut mettre un barbecue. Tout petit. Il n'y a même pas de clim. Voilà. Il y a la télé, c'est pour il y a la faire radio. briller les animaux qui sont autour. Bravo, Alain. Vous savez qu'il y a Thierry Marx qui arrive dans quelques instants. Il gâche tout. Voilà, en attendant, aller un peu de France Gall. Merci les amis. On parle d'animaux et tout ce qui pense à des barbecues.
Merci 12 France Gall, tout pour la musique, pour nous accompagner. Encore quelques minutes avec les amis Alain Marchal, Bruce Toussaint et Patrick Cohen avant de tendre le relais aux copains qui vont animer une édition intitulée, et justement, ça va vous faire saliver, le brunch. 13h, 15h, Philippe Liado notamment, Florian Honner aux commandes, Thierry Marx sera là. Vous allez pouvoir vous régaler, les amis. Les grillades. Tiens, Bruce Toussaint, c'est quoi le repas du dimanche midi idéal ? Poulet rôti. Ouais. Bon, ça, c'est un classique. Ouais. Hein. Et mais en fait, c'est un peu éclaté parce que les enfants sont grands maintenant. Donc, le repas du dimanche midi, il est moins institutionnalisé. Voilà. Ouais. Donc, c'est un peu. Chacun se démerde. D'accord, ça sent vraiment l'enthousiasme du dimanche. Non, mais moi, mes enfants sont grands aussi. Je sais pas si mon fils va passer une tête aujourd'hui, peut-être, mais il y a ma fille de 27 ans qui vient déjeuner avec nous parce qu'elle aime, c'est une fine bouche, une fine gueule, et elle aime bien que papa aille chercher quelques bonnes bouteilles de vin de temps en temps. Et là, je crois que mon épouse, ma femme Cécile, que j'embrasse, a préparé un tagine. Voilà, magnifique. Et toi, tu apportes le vin, Alain. Très bien. Et c'est, avant de venir vous rejoindre, je suis monté dans l'armoire à vin, j'ai attrapé 2 bouteilles, j'ai mis sur le côté pour qu'elles soient à température. Il n'y aura pas de me donner le code. Patrick Cohen. Moi, j'ai encore des enfants jeunes à la maison, 13 et 17, donc on fait des repas en famille, autant qu'il est possible de le faire aujourd'hui. Oui, ça va pas durer longtemps, donc voilà, il y a des repas. Bon, attends, petite parenthèse, tu nous rappelais que Brigitte Bardot a eu 90 ans, que Pierre Richard a eu 90 ans, et que vous avez fêté également début septembre l'anniversaire d'un homme si cher à ton cœur. De mon papa, de mon père, 90 ans aussi. Et le mien aussi, cet été. Ils les a tous nés en août et septembre 34. Ouais. Et moi, le mien en juillet 34. Ah ouais, ça c'est bel âge. Bien. Bon, qui a le sens aussi de la gastronomie, ton papa ? Oui. Oui, nous, on a fait ça sur le port de Nice. On y était une trentaine autour de lui, parce qu'il est encore actif avec ses copains. Alors petit à petit, tu sais, tu vois le nombre qui diminue, mais il est assez jouisseur. Il est content d'avoir réuni tout le monde autour de lui, et mon paternel, dès qu'il y a une perspective de bonne bouffe ou d'ouvrir une bouteille, il est là, quoi. Ouais. Donc c'est de famille, ça. Et une pensée pour Pierre Richard, qui est très en forme, qui fait des scènes, qui joue encore sur scène, et qui dans quelques semaines, on est quoi, fin septembre là, ou peut-être ça a commencé, qui doit tourner un nouveau film comme réalisateur chez lui dans l'Hérault, et c'est quand même une aventure assez extraordinaire. Viticulteur, 90 ans, je crois. Oui, absolument. Il fait son vin, je crois. Il fait du vin dans l'Hérault, en effet. Voilà, c'est beau. La Florian qui arrive, Philippe Liado, on va se régaler, les amis. Bon, c'était un grand plaisir vraiment d'être associé à vous, Bruce Toussaint, Alain Marchal, Patrick Cohen. C'était bon. Merci, plaisir. Je vous retrouve demain sur RMC 9h midi, et sache que juste RMC, c'est la radio qui diffuse sur son site internet Radio Resto. Voilà, on est partenaire, donc ça peut servir pour l'appel aux dons. On se retrouve demain matin, Bruce Toussaint. Oui, avec plaisir. Merci encore. 7h-5. 7h-5. Bonjour sur TF1. Patrick. 7h42 ou 43, un édito politique sur Inter, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'était Radio un plaisir. Resto pour les petits bouts de chou là qui sont démunis et pour lesquels les parents ont beaucoup de cœur mais pas assez de moyens pour les élever comme il faut. Et bien, les Restos du Cœur, les bébés restos, les 70 bébés restos sont là pour les aider. 126 000 bouts de chou entre 0 et 3 ans qui ont besoin de vous, de vos dons, et je suis ravie de vous annoncer la cagnotte du moment. On est à 406 255 € collectés sur notre objectif de 450 000 €. On a 90% de ce biberon qui s'affiche sur radio.restoducoeur.org pour vos dons, les amis. Et on va vous rappeler qu'un don de 100 €, c'est un bébé accompagné pendant 3 mois, que 50 000 € et on les a largement dépassés, ces 100 bébés accompagnés pendant 1 an. Merci grâce à Bruce beaucoup, Toussaint. Est-ce qu'on peut reprendre le sujet de la côte de bœuf, s'il vous plaît? Tu as vu comment on l'a amorcé? Il y a un petit délire sur la braise. C'est bon là, sur la braise, sur la plancha, sur ce que tu veux. On va continuer, on va passer sur le poisson. Merci à Kenny qui a réalisé l'émission avec nous. Merci à Shannon qui était au standard, à Fabrice qui nous a appelés, à tous les amis de Ligentia. Merci de nous accueillir dans vos magnifiques locaux. Merci au grand orchestrateur Laurent Petit-Guillaume qui relaie cette magnifique et noble cause de solidarité qui nous a associés de nouveau aujourd'hui. C'est un plaisir et il est bientôt 13h. L'info. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi.